Tu veux faire l'intro ou je la fais? En vrai, j'ai regardé plusieurs fois. J'avoue que c'est peut-être un peu égocentrique, mais la dernière intro avec Alexandre, j'ai regardé plusieurs fois. Parce que Pourquoi je trouvais que j'étais hyper marrant. Tu te souviens? En fait, Erwan, il m'a dit tu veux faire l'intro. Il m'a pris au dépourvu. Et du coup, j'ai imité Erwan. Tu l'as vu ou pas? Non, j'ai pas vu. Ok, bah je vais te le faire alors. Allez, vas-y. Eh, salut. Du coup, c'était moins marrant. Tu vois Non, mais apparemment, t'es Gad Elmaleh, donc... Non, mais en fait, Erwan, il dit tout le temps bah vas-y, je te laisse faire l'intro. Hey, salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur notre podcast avec Amaury. Père Castor, raconte-nous ton histoire. Pas? Non. T'es en train de découvrir le nom du podcast? Ouais. Ok, et ben on va t'expliquer du coup. En Allez. fait, si tu veux, on est parti d'une idée assez simple. C'est Père ou Mère Castor, comme dirait Erwan. Raconte-nous ton histoire. Et donc, on va commencer en fait en te posant la question quel est ton premier souvenir business? Et en fait, grâce à ça, on va pouvoir remonter. Comme dirait Erwan, pour nous, un souvenir business, vendre des cerises, c'est un premier souvenir business. Donc, ça peut être il y a très longtemps. Et on aime bien en fait comprendre que assez souvent, les gens qui font du business, ils le font depuis longtemps. Et après, on va suivre un petit peu, tu vois, comme un castor qui va mettre des barrages tout au long d'une rivière. On va défiler la rivière de ta vie. Et nous, on va être un peu là pour mettre des barrages et te poser des questions quand ça nous intéresse. Ok. Ça va? Ouais, vas-y. Tu te sens prêt? Je suis prêt. T'as peur? T'es stressé? Non, ça va. Peut-être juste avant de nous parler de ton premier souvenir business, si tu veux un peu te présenter, eh ben on te laisse le faire. Ou sinon, tu peux commencer avec ton souvenir business. T'es totalement libre. Ok. Bah écoute, moi c'est Alexandre. J'ai 26 ans. Je suis investisseur, on va dire immobilier et multiple entrepreneur. J'ai beaucoup entrepris donc dans la santé et dans l'immobilier. Et puis aujourd'hui, j'ai une petite boîte qui marche assez bien et je fais mes petits investissements tranquillou, on va dire. Ok, et ben on va peut-être commencer alors. Présentation hyper short. Hein. Ouais, très bien. T'es ultra Mais busy. j'ai pas envie de Tu veux prendre pas trop de t'étaler temps. Non, mais c'est très bien. Et en plus, tu nous reçois dans tes bureaux. On est à Rennes. C'est ça. Et franchement, c'est pas mal. Hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais J'adore. c'est assez Ouais. quali. Hein. Ouais, bah on est dans un accélérateur. Du coup, on est accéléré à Novapulse. L'idée, c'est qu'il nous aide à développer notre startup. Puisque, comme je disais avant l'interview, nous, on est vraiment dans le milieu à la base infopreneurial. Et le milieu startup est honnêtement très, très différent. Et ce qui compte, c'est les financements, c'est les relations bancaires avec les investisseurs et toutes ces choses-là. Et quand on est infopreneur, on n'a pas du tout les codes de ce genre de choses. Et donc moi, je suis arrivé il y a 1 an et quelques dans ce milieu, 1 an et demi. Franchement, on me parlait de trucs, je comprenais absolument rien. Ok. J'ai appris il y a 1 an et demi qu'on pouvait avoir une boîte qui gagne pas d'argent. Et pour moi, c'était pas possible avant, tu vois. Donc L'ancienne voilà. école qui rencontre la nouvelle école. Et ouais. Fusion. Mais au final, on revient à l'ancienne école de plus gagner en de plus. l'argent. Hein. Ouais, de Ouais. plus en plus. Donc Oui, c'est cool. on s'est rendu compte que d'avoir des boîtes qui gagnent de l'argent, c'était pas mal. Ouais. Pas une si mauvaise idée que ça. Ouais. Mais d'ailleurs, du coup, si tu veux bien le partager, parce que du coup, on le sait vu que tu nous l'as dit, Ouais. mais j'aimais bien ta vision entre la différence entre le milieu startup et le milieu infopreneur. Vu que toi, comme je disais tout à l'heure, tu es un peu entre les deux, parce que à la fois, tu as communiqué, si je comprends bien, sur ta personne, sur les réseaux sociaux, à un moment donné. Tu vas nous expliquer un peu ce que tu as fait, comment tu as lancé ces premiers business, etc. Et en même temps, aujourd'hui, tu gravites dans le milieu startup, puisque chez Novapulse, c'est principalement des startupeurs, il n'y a Ouais. pas d'infopreneurs. Pas que je sache en tout cas. Donc, quelle est un peu ta vision, toi, sur ces deux sujets, si tu veux bien nous la partager? Je trouve que c'est 2 milieux quand même assez différents. Je me sens beaucoup plus proche de l'univers infopreneur, où pour moi, je trouve que les infopreneurs sont plus débrouillards. J'ai envie de dire, alors après, ma vision est peut-être faussée parce que je suis dans un accélérateur et donc les startups avec qui j'échange sont plus petites. Mais tous les infopreneurs que j'ai dans mon entourage sont quand même bien plus avancés, bien plus gros. Il y a beaucoup plus de connaissances du marché, du marketing, de la vente. Et les startups, pas toujours. Mais je pense que c'est parce que, en fait, la startup, c'est très early, quoi. On parle vraiment d'idées. Et en fait, on mise beaucoup sur les financements. Donc, limite, les startupeurs sont meilleurs pour aller chercher de l'argent des fois que en faire. Et justement, ça a été une de mes réflexions sur la début d'année, là, de savoir en fait ce que moi je voulais et est-ce que j'allais plus me diriger vers l'infoprenariat, enfin continuer dans ce milieu-là, ou plus start-up. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à l'aise dans l'univers start-up par rapport à tout ce que ça dégage un petit peu. C'est vraiment très différent des infopreneurs. Quand tu dis un start-upper que tu bosses en slip au bord de la plage, tu vois, c'est pas. Il va dire mais qu'est-ce que tu fais? Parce que la différence, moi, de l'extérieur, j'ai la sensation que l'infopreneur, il peut tester son marché beaucoup plus rapidement que la startup. Ah ouais. Oui, carrément. Genre, Et ça, je pense que c'est ça qui fait la diff, c'est que tout de suite, tu peux savoir si tu peux être rentable, pas rentable, peaufiner ton offre, et tu as un retour qui est quasi instantané, alors que la startup, tu montes ton produit,
tu le testes de certaines manières, mais je pense que le retour réel concret, il est plus compliqué à obtenir que l'infopreneur. Ah bah ouais, bah là carrément, là je te donne des exemples de startups qui sont là, ça fait des mois, voire même des années qu'ils bossent sur des projets, ils perdent de l'argent, ils sont en négatif sur leur boîte, et tu te dis, ouais, comment c'est possible quoi. Et peut-être que cette personne, elle aurait dû faire différemment, peut-être plus en mode infopreneurial, je bricole, je teste, parce que là en fait, elle court juste après le financement, enfin, il court juste après le financement, et en fait, ça se trouve, il y a pas de marché, même si l'idée elle est géniale, tu vois, ça se trouve, il y a pas de marché. Je trouve que les infopreneurs sont plus débrouillards. Oui, mais on a tous cette jurisprudence entre guillemets en tête, qui est Google. Pendant 8 ans, il me semble, c'est 8 ans, 9 ans. Ouais, 8 ans. Pendant 8 ans, Google perd de l'argent. Ouais. Donc ça veut dire que, tu vois, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. De toute façon, s'il y a un marché et qu'il y a des mecs qui sont prêts à mettre de l'argent là-dessus, ou des filles d'ailleurs, c'est parce que ça marche à un moment donné, clairement. Mais par contre, en effet, la différence, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même une dimension innovation plus forte dans la startup que dans l'infopreneur. Où l'infopreneur, il répond à un besoin rapide, assez urgent. souvent. Et du coup, en effet, il peut trouver son marché beaucoup plus rapidement. Là où la startup, comme tu disais, pendant des années, elle peut perdre de l'argent aussi parce qu'il y a de la recherche, il y a de l'innovation, il y a de la création. Et donc, finalement, c'est des marchés, je trouve, qui se complètent plutôt pas mal. Par contre, en effet, c'est vrai qu'aujourd'hui, personnellement, tu vois, si je devais investir de l'argent, je pense que je me poserais sérieusement la question de savoir si je devais mettre de l'argent sur un infopreneur ou une startup. Je pense que ton ROI est peut-être plus important, en tout cas à court et moyen terme, sur un infopreneur que sur une startup. Après, à long terme, tu mets de l'argent sur Blablacar, tu mets de l'argent sur Doctolib. Bon, bah, c'est des boîtes qui ont pété, Alan, etc., tout un tas de startups en France, ou même Google accessoirement. Mais par contre, la prise de risque, elle est aussi beaucoup plus importante, puisqu'il y en a qui tiennent pas dans le temps. Ouais, mais je pense qu'un infopreneur qui fonctionne vraiment comme un infopreneur, il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin d'argent, ouais. Donc en fait, ou alors pour soutenir sa croissance, parce qu'il maîtrise ses chiffres, il est carré et qu'il veut accélérer très vite. Toi, tu as fait le choix, t'étais infopreneur de base et tu as fait le choix de t'orienter sur de la levée d'argent. Ouais, on est revenu en arrière. Ça t'a traversé l'esprit. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'était parce que avant, effectivement, j'avais une boîte. Quand j'étais infopreneur, ça gagnait pas mal d'argent, c'était cool, mais à un moment, on s'ennuyait un peu. Moi, c'est un peu la vision que j'ai eue. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, quoi. Donc, on a voulu grossir beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, et vraiment se dire, ok, on va devenir leader dans ce qu'on fait. Sauf que pour devenir leader, tu es face à des gens qui lèvent beaucoup d'argent, notamment aux États-Unis. Donc, c'est un peu la voie par laquelle tu es obligé de passer. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, mais en fait je me suis rendu compte que ça me convenait pas du tout, et je pense que c'est d'ailleurs très dur pour les infopreneurs de passer sur de la start-up par expérience, parce que en fait quand t'es infopreneur, tu gagnes de l'argent, normalement, c'est le principe. Tu le dépenses après, une fois que tu l'as gagné. Tu le dépenses, c'est ça. Parfois dans la fête, tu nous as expliqué certaines choses. Parfois dans la fête, parfois dans l'immobilier, tu vois, mais tu le dépenses, et c'est aussi fait pour ça. Mais quand tu es une startup, tu passes dans un monde où en fait, tu gagnes pas d'argent et tu mises que sur une chose, c'est ton exit. Et aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'exit en France, surtout quand on est en France, c'est encore plus compliqué. Donc en fait, il faut vraiment te poser la question quand tu y vas. Et moi, peut-être que je me l'étais pas posé. Je pense que ça faisait un peu briller startup. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis parti dans ce milieu-là. C'est que, ok, infopreneur, c'est cool, mais c'est Tougan Barra, on en reparlait juste avant, qui parle de prestige et d'argent. Et en fait, je pense que ce qui me manquait, c'était un peu le prestige. Et j'ai voulu aller dans l'univers startup pour ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était nul. Enfin, moi, c'est pas ce que je voulais. Ça te plaisait pas, ouais. Et je préférais, tu vois, être dans mon coin, seul, à faire mes trucs, bien gagner ma vie et pouvoir kiffer, voyager. Ce qui était moins le cas, j'ai trouvé, dans l'expérience startup. Dans l'univers startup. Donc, si tu avais une baguette magique, tu referais pas le chemin que tu as fait ? Si tu pouvais revenir 2 ans avant. C'est faux, parce que j'ai beaucoup appris quand même. Genre, c'est énorme ce qu'on... Réflexe d'entrepreneur, ça. Ouais. c'est fou ce qu'on peut apprendre. Rencontrer des investisseurs, savoir ce qu'ils veulent. Comment leur parler. Ouais, t'apprends aussi beaucoup sur la finance, parce que quand on est infopreneur, franchement, les BP et tout... Non, mais j'ai trop hâte que tu nous développes tout ça, mais du coup, avant qu'on y arrive, on va quand même on va essayer d'avoir un peu de rigueur. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner ton premier souvenir, parce que du coup, on t'a laissé le temps aussi de réfléchir en même temps. Tu l'as peut-être eu en tête. Ton premier souvenir, tu fais le choix, soit investisseur ou entrepreneur. Moi, c'est entrepreneur, je pense. C'est quand je suis sorti de formation de coach sportif. À quel âge ? C'était en 2017. Je devais avoir 21 ans. 20 ans. Donc, parce que je te pose la question, vu qu'on aime bien quand même ces petits trucs un peu spéciaux,
T'as jamais, par exemple, moi, Jamais. tu vois, bon, c'est pas légal, mais je vendais des cigarettes quand j'étais au collège. Ouais. Tu vois, t'as jamais rien fait de business où tu gagnais de l'argent autre que par ta force de travail avant. J'ai eu un switch dans ma vie. J'étais pas du tout entrepreneur. Je viens d'une famille pas du tout de ce milieu-là. Et à 20 ans, mais même au début, quand je me suis lancé, pour moi, j'étais pas du tout entrepreneur. C'est ce que je disais. Pour moi, quand je me suis lancé, j'étais en fait en espèce de freelance qui est en fait quasiment de l'entrepreneuriat, mais j'avais pas du tout cette vision de on va créer de l'argent, on va créer des postes, on va créer quelque chose de vraiment gros. Je voulais juste travailler, gagner ma vie. Et moi, à l'époque, si je gagnais 1500 balles par mois, j'étais super content. Donc, tu as fait un BPGEPS, si je Ouais. comprends bien. J'ai fait un DUT avant, DUT GEA. DUT GEA, BPGEPS ensuite. Non, Ouais. tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu. Ok. Sur Rennes? Ouais. Ok. Je l'ai eu limite, mais. T'es de quelle année, toi? 97? 96. 96, ok. Ouais. Ah, on se serait pas croisé en DUT alors. Parce que j'ai failli faire un DUT GEA aussi Ah ouais à Rennes et j'ai des personnes de ma classe qui ont fait ça. BPGEPS en quoi? Parce que t'as une spécialité, je crois, si je dis pas de bêtises. Musculation et cours collectif. C'est vrai que t'es un peu costaud là sous le pull. Hein. Joseph, et c'était à Cholet, je l'ai fait. Ok. Et après, je me suis lancé directement. Donc t'as eu ton BPGEPS en 2017 2017, ouais. et c'est 1 ou 2 ans de formation, si je dis pas de Un an. bêtises? 1 an? C'est 2 ans si t'as pas de diplôme avant, il n'y a pas une. T'as une prépa. Il y en a beaucoup qui font la prépa, ils se font avoir par le marketing des écoles, mais t'es pas obligé de la faire. Et donc, du coup, tu as fait ton BPGEPS à Cholet et donc tu t'es lancé. Premier souvenir entrepreneurial, je dirais juin 2017. En gros, Ouais, quand c'est t'as ça. terminé. J'ai mes premiers clients à ce moment-là. Tu les trouves comment? On va dire que j'ai énormément de chance. Un de mes meilleurs amis à l'époque avait un compte Instagram où il faisait de la photo. Et il était BPGEPS avec moi. Et en fait, quand je dis qu'il a percé sur Insta, c'est qu'à l'époque, il a vraiment percé. Il monte en quelques mois à 300 000, 400 000 abonnés. Ah ouais, puis en 2017, c'est beaucoup. Hein. Ouais. C'est savoir, savoir 1 million aujourd'hui, ouais. Ouais. Et donc, il commence à faire du coaching en ligne comme moi. Sauf que moi, j'étais pas capable d'en vivre. Et en fait, il en avait trop. Et donc, il me les renvoyait. Donc, ma première expérience, c'était de la sous-traitance, tu vois. Genre, j'étais freelance et il me sous-traitait. Donc, il était coach sportif. Il faisait de la photo, mais en fait, les gens l'appelaient pour la photo, mais Exactement. en fait, il disait tu veux faire du sport. Et Ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Il fait qui, ce mec-là aujourd'hui? C'est Kylian. Il a un studio de coaching maintenant à Paris. Il a bien monté. Maintenant, il est un peu connu dans le milieu du modèle photo. Ok. Il a bien percé et c'est vrai qu'il m'a énormément aidé. Donc, il m'aidait sur ce point-là, mais aussi. T'es toujours en contact avec lui? Ouais, c'est toujours un de mes meilleurs potes. Et il m'aidait aussi à partager mon compte Instagram, tu vois. Donc, j'avais aussi quelques clients qui commençaient à arriver de mon compte Instagram parce que je faisais du contenu. Et à l'époque. T'avais personne sur Instagram à ce moment-là? Ah non, j'avais rien. Non, mais j'avais rien. Et j'ai eu de la chance parce que à l'époque, l'algorithme était quand même totalement différent. Et je me souviens, le gain d'abonnés que j'avais, on était à 500 par semaine en faisant des posts nuls. Franchement, c'était énorme. Et c'est pour ça que j'ai pu. T'es monté à combien sur Insta? J'ai fait un premier compte à 15 000. Après, j'ai été shadowban. C'est l'histoire où on ne sait pas trop pourquoi et si tu l'es vraiment. Et donc, j'ai remonté un compte à 13 500 là. Ok. Qui tourne toujours? Qui tourne toujours, mais on voit que c'est beaucoup plus difficile qu'à l'époque. Là, on galère beaucoup plus. Ok. Et donc, du coup, tu as monté ce compte-là à 15 000 et tu as vendu tes premiers coachings. Ça se vendait combien en 2017 un coaching sportif? Coaching en direct? Non, c'était en ligne. Ouais. Okay. Je voulais pas faire de direct. Okay. Pour la simple et bonne raison que j'ai vite compris que moi, ça me faisait chier d'aller à un endroit, de perdre une demi-heure en voiture pour aller voir un client, de faire ta séance et de repartir une demi-heure après. Tu gagnais pas beaucoup pour ce genre de choses. Quand tu dis en ligne, tu enregistrais les vidéos et tu vendais un paquet de vidéos ou alors c'était du live? Ouais. Non, même pas. C'était de la structuration. C'est-à-dire qu'en fait, on lui faisait son programme, tu vois, sur un Excel. Je lui disais, tu fais ça. Et après, tu le fais de ton côté. Il y avait les vidéos pour chaque exercice. Et pareil, en gros, sur l'alimentation, tu fais ça. Donc, c'était vraiment de la structuration qu'on faisait. Okay. Et à l'époque, ça se vendait rien. Hein. Je n'avais aucune idée du prix auquel je devais me vendre. Et je pense que je me vendais 20-25 € le mois au tout début. Ah oui, c'était ridicule. pas cher. Ça me prenait 2, 3 ou 4 heures par client. Ça dépendait des clients. Ok, ah oui, c'est pas cher. Mais par contre, tu avais déjà compris à l'époque que faire du MRR et après avoir un revenu annuel, c'était pas forcément une mauvaise idée. Ouais, mais surtout, je gagnais ma vie. Pour moi, c'était impossible à l'époque. Enfin, il y avait beaucoup moins d'infopreneurs ou de choses comme ça. Ouais. C'était quand j'en parlais à mes parents, ils me disaient mais trouve un travail quoi. Alors que tu vois, je gagnais. Mais à l'époque, moi, ça m'allait. Tu vois, 1500. Je voyageais. Ça, c'était important pour moi. Je voyageais. Tu faisais 1500 par mois? Ouais, environ. Assez vite, au bout de 3-4 mois, okay. J'ai fait 1500 par mois environ. Et tu voyageais en même temps, du coup, tu disais? Ouais, j'ai fait 7 mois en Asie avec du coup ce même pote qui me partageait et qu'on voyageait ensemble. Lui faisait beaucoup plus peut-être? Ah ouais, lui faisait 10-15K.
à l'époque. Putain, à 21 ans, en sortie. Et en vivant en Asie. Ouais, Ouais. vous avez dû bien vivre. Ouais, après, il n'était pas très dépensier et on voulait pas non plus trop dépenser. Et surtout moi, parce que j'avais. Et d'ailleurs, c'est un problème que j'ai toujours eu, mais la peur du manque un peu, tu vois. Je gagnais 1500, mais en fait, ça descendait assez vite parce que tu devais quand même payer les logements, les avions, les choses comme ça. Et en fait, j'étais quand même assez prudent de me dire. Et surtout à l'époque, je savais pas. En fait, je savais pas comment j'avais réussi. Tu vois, j'avais réussi par rapport à quelqu'un. Et donc, je me disais, si ça marche pas, si j'ai plus d'argent, je vais devoir trouver un travail, quoi. Et ça, je voulais pas. J'avais ma hantise d'aller travailler en salle de sport ou des choses comme ça. Donc en fait, tu dis que tu es devenu un peu entrepreneur par hasard, mais en même temps, comme tu dis, tu n'as jamais voulu être salarié. Et tu ne l'as jamais d'ailleurs été. J'ai fait de l'intérim, c'est tout, pour gagner un peu d'argent, tu vois, pendant les étés. Mais en fait. Non, mais parce que tu dis, t'es tombé entrepreneur par voulu. hasard, mais pas que ça, parce que finalement, t'as pas été. Enfin, Non, je là, l'ai tu pas dis été. que tu voulais pas du tout Oui, devenir t'as une salarié. petite tête du destin, mais Mais il y a une vraie volonté de ta part. Mais en fait, je sais pas. Je voulais, avant de partir sur un BPGEP, je voulais partir en école de commerce. J'avais fait les démarches, pareil, ou IAE, là, les deux alternatives. En plus, après un DUT GEA, C'est logique, ouais. L'IGR à Rennes. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Moi, je voulais faire des choses dans le sport, mais je savais pas si je voulais être salarié ou pas. Et en fait, après, moi, j'ai fait mes études dans le sport. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça me plaisait pas du tout le sport en présentiel. Donner des cours collectifs à des gens, franchement, c'est pas fun. Tu gagnes pas bien ta vie, tu as des horaires horribles. T'as pas de reconnaissance et surtout à 30 ans t'es cassé en deux et tu es obligé d'arrêter, tu vois. Donc et j'ai eu la chance en fait parce que j'ai commencé à me lancer plus ou moins vers la fin de ma formation. Ma formation n'était pas finie, j'ai commencé à faire du contenu et je me suis dit si ça fonctionne, tant mieux. Mais honnêtement, je m'étais jamais posé la question avant de est-ce que je vais être entrepreneur ou pas. Je me suis posé la question en fait quand je me suis dit que de toute façon, avec un DUT, tu trouves pas un bon travail, on va pas se mentir. Donc, j'ai pas le choix, faut que ça marche, quoi. Ou alors, je serais coach en salle de sport et c'est pas fun. Juste, mais en même temps, je comprends ta phrase, mais tu trouves pas un travail qui correspondait à tes ambitions plutôt? Ouais, c'est ça. Parce que je pense qu'il y a plein de gens, en effet, qui arrivent à se satisfaire de cette situation-là, mais toi, ça correspondait. En fait, ce qu'on peut dire, peut-être que tu savais pas que tu voulais devenir entrepreneur, etc. Mais du coup, de ce que je comprends dans ton discours, c'est que dès le départ, tu avais des ambitions qui étaient quand même assez importantes. Ouais, c'est ça. Oui, t'as exactement raison. Je me suis mal exprimé, mais c'est vraiment une question de qu'est-ce que toi tu veux. Le plus important, c'est d'être aligné avec ça. Et moi, en tout cas, je l'étais pas. J'aurais pas eu un métier qui m'aurait plu, en fait, je pense. Donc, du coup, 1500 € par mois, tu arrives en décembre 2017, tu as 1500-2000, ça commence à grimper. Ouais, c'est ça. Ok. Et après, la suite? Et bah après, c'est un peu, ça grossit petit à petit. Je crois que la première année, je dois faire 15 000. La deuxième, je double, je fais 30 000 et quelques. Donc en 2018? Ouais. Okay. En 2019, je fais 70 000. Je dépasse un peu le seuil de chiffre d'affaires d'entrepreneur, qui m'aide à augmenter, je crois. Donc j'ai eu de la chance. Qui est à 72 000, si je dis pas de bêtises? Ouais, quelque chose comme ça. Et du coup, je le dépasse. Donc je passe en société en 2020, quoi. Ok. Et 2020, là, on fait première année, on double encore, 150. Deuxième, 300 et quelques. T'es toujours tout seul ou tu dis on? Non, j'étais toujours tout seul, mais en 2020, j'avais des freelances qui bossaient avec moi, enfin qui bossaient pour moi, et c'est comme si c'était dans le projet. Ok. Donc, quand t'as fait 150 000, t'étais plus tout seul? J'étais tout seul dans la boîte, mais avec des freelances qui m'aidaient. Ouais. Mais je veux dire, tu faisais pas 150 000 de. Non. Parce que en termes de charge, tu dois pas avoir grand chose. Non, à l'époque, 150 000, c'est là où je gagnais limite le plus d'argent. Ce que je disais, je faisais. Je faisais entre 10 15 000 de bénéfices. Quand j'ai fait 150 000, je devais être un peu moins, on va dire, entre 5 et 10 000 de bénéfices mensuels. Mais moi, à l'époque, c'était énorme pour moi. Hein. Ouais. Et ça l'est toujours, au final, c'est quand même une belle somme quand c'est du bénéfice. Et l'année d'après, je passe à un peu plus de 300 000 et c'est là où vraiment. Là, t'as décollé, là. Ouais, là, j'ai décollé. Parce que le bénéfice a décollé à ce moment-là. Mais c'était parce que c'était Covid. Donc en fait, ça veut dire que quand tu es infopreneur et que tu optimises au taquet du taquet, tu peux très, 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 très bien gagner ta vie. Ouais. Et encore, il y en a qui font beaucoup plus. Et je pense que si je le referais maintenant, je serais capable de faire plus de bénéfices. Mieux, avec un service pas forcément moins bien. Enfin, voilà, c'est possible. Donc, tu as fait 300 000 € de chiffre d'affaires en 2021. Ouais. Donc, du coup, l'année, on était encore dans le Covid. Il y avait encore des confinements de temps en temps, je crois. Il y en a eu un dans l'année. Non, c'était en 2020, 300 000. 2020, 300 000 Ouais. Non, 2021, pardon. T'as raison. Ouais. 2021, 300 000. T'avais toujours pas de salariés, que des freelances à ce moment-là? Oui. Je commence à avoir mes premiers salariés en 2021, mai ou avril 2021. Ok, donc entre les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est juste avant où la période c'était la meilleure. Quand j'ai commencé à recruter les salariés, c'est là où je me suis dit, ça coûte cher quand même. Ok, parce que les salariés te coûtaient plus cher que les freelances?
Parce qu'en fait, la vision avait un peu changé à cette époque et qu'on voulait devenir plus gros. Et qui dit devenir plus gros dit aussi avoir des postes support, des managers, des directeurs, des marketeurs, des choses comme ça. Ouais, tu deviens une vraie boîte. Tu deviens une vraie boîte, c'est ça. D'ailleurs, on t'a même pas demandé le nom de ta structure. Ouais, c'est Smart Life Coaching. Ok, on mettra, comme tu dis à chaque fois, le petit lien. Exactement. Si vous voulez remise en forme. En tout cas, physiquement, il a l'air de tenir la route. Il a l'air en forme, il est en bonne santé. Et en plus, il a bien mangé ce midi. Hein. Il s'est pris une crêpe dessert et tout. Donc, a priori, il a la technique pour garder le physique et en même temps bien manger. C'est ça. Pour me donner des conseils, du coup. On verra ça après. Ok, donc 2021, tu passes à la structuration. Du coup, ton offre, il y a un moment donné où elle change à ce moment-là? On n'a rien changé pendant 3, 4, 5 ans. Donc, à part le prix. Tout était basé sur ta personne. Ouais. Et sur le fait de faire du coaching personnalisé où tu vends des programmes adaptés à des gens. Mais tu n'as pas un support spécifique. Non, mais nous, on faisait tout avec des Excel. On le fait d'ailleurs encore avec des Excel. Maintenant, on a des développeurs qui développent notre application. Mais avant, effectivement, on faisait tout avec des Excel. À quel moment l'application, elle arrive? Là, elle arrive bientôt, j'espère. Ah, d'accord, ok. Mais quand je dis, je pensais que c'était déjà en cours. Okay, c'est en cours, mais ça fait longtemps. On s'est planté. 2 ans, je crois. Ouais, 2 ans. En fait, on s'est planté là-dessus sur un premier essai. On a essayé de faire ça en Inde, catastrophe. Et donc maintenant, on a des développeurs en France, dans la boîte. C'est une grosse application si ça fait 2 ans? En fait, ça fait pas 2 ans. On va dire que ça fait 6 mois où ils sont vraiment dessus. 6-7 mois. Ça coûte combien, si c'est pas indiscret, une grosse application qui va te permettre d'automatiser tout ça? Des centaines de milliers. Ah ouais? Si tu veux vraiment la version finale entre le moment où on la lance. Tout l'argent que tu as investi aujourd'hui, ça se compte en plusieurs centaines de milliers d'euros? Ouais. Ok. Actuellement, on est entre 100 et 200, mais si entre maintenant et la version finale, des centaines de milliers. Donc ça coûte cher une application? Ça dépend ce que tu veux faire. Mais maintenant, tu as des outils qui sont hyper simples et qui te permettent de faire plein de choses. Tu peux faire un truc simple. Tu peux tester ton marché déjà avec un truc simple, je pense. Voilà. Nous, on l'avait déjà testé parce qu'on utilisait les Excel, mais aussi ça dépend de ton ambition. Nous, on voulait devenir vraiment très gros. Ça a peut-être un peu changé, mais on voulait devenir vraiment très gros. Et du coup, on s'était dit, on va investir là-dedans. Et l'appli, ce sera le centre de notre solution. Parce que nous, la vision, c'est vraiment d'avoir un truc vraiment bien automatisé. On est sur un marché qui est quand même réglementé, donc on a des contraintes aussi par rapport à ça. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et ma vision, elle reste quand même la même un peu par rapport à l'infopreneurial, c'est que je veux quand même avoir le moins d'humains possible dans ma boîte, sans dégrader la qualité de mon service. Mais je veux qu'en gros, ceux qui font le service dans ma boîte soient aidés par de l'IA ou des ordinateurs, des choses comme ça. Et donc, si tu veux aller aussi loin, évidemment, ça te coûte très cher. Et aujourd'hui, du coup, c'est des abonnés? Ils sont abonnés récurrents? Oui. Donc de manière mensuelle. Et tu as combien à peu près d'abonnés aujourd'hui? On est à un peu plus de 500. Ok. 500 abonnés et du coup, je suppose qu'ils payent plus 25 euros? Non, aujourd'hui, on est à 160 euros par mois. Ok. Ah ouais, donc vraiment high ticket quoi, pour ce domaine. Pour ce domaine, Au middle, non? 170 balles par mois? En fait, ça dépend. Si tu compares par rapport à un coach en présentiel, oui, c'est middle, parce qu'un coach en présentiel, ça coûte très cher. Ouais, c'est vrai que j'ai comparé avec... Mais un coach en ligne... on est sur la norme maintenant, il y a beaucoup de personnes qui augmentent leur prix, mais ça reste très cher. Ouais, nous, aujourd'hui, un client en moyenne, il va dépenser entre 1000 et 1500 euros. Chez nous, il y en a qui dépensent 4 5 000, donc c'est vraiment des gros montants. Pourquoi ils dépensent plus? Il reste plus longtemps. Il reste plus longtemps. Et aujourd'hui, tes concurrents, c'est qui? On n'a pas beaucoup de concurrence sur notre marché en direct, selon moi, mais on a des concurrents beaucoup aux États-Unis qui arrivent sur des marchés un peu parallèles. Comme le diabète ou d'autres problématiques de santé. Nous, aujourd'hui, on est sur les troubles alimentaires majoritairement, ou les problèmes vis-à-vis de l'alimentation. Et donc, en France, ça commence à arriver, mais en fait, nos concurrents, ils sont majoritairement freelance. Okay. Donc, je ne sais pas si ils sont vraiment... structurés. Oui, voilà. Je ne sais pas si on peut les considérer comme des vrais concurrents. Tu as des gros mastodontes qui sont pour la remise en forme, l'entretien. Oui, par contre, oui. Sissimo, Thibaut InShape, pour faire... Ouais, ils sont énormes. Ok. Mais ils sont pas dessus. Eux, ils sont pas nichés. Toi, tu as pris la décision de te nicher. Ouais, en fait, nous, on les récupère après leur programme. Okay. Eux, ils les éduquent parce que ça reste un métier quand même que pas beaucoup de gens connaissent jusque-là. Okay. Et nous, on les récupère après. Quand ils veulent vraiment chercher un truc en particulier et se nicher. Quand ils veulent plus et en fait, ils se rendent compte qu'il y a un mal-être un peu plus profond que simplement perdre 2-3 kilos, quoi. Okay. Et donc, nous, on les récupère ici. Donc, aujourd'hui, des mastodontes comme ça, comme Sissimo, comme Thibaut InShape, font presque partie de pas de ton funnel, mais presque en fait. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle dans l'écosystème. Ouais, je pense. Okay. De la même manière que les régimes ont un rôle dans l'écosystème et qui éduquent les personnes, malheureusement, qui font n'importe quoi. Et du coup, nous, on les récupère.
Ok. Mais en vrai, les régimes nous aident à avoir plus de clients à l'heure actuelle. Ok. Surtout maintenant avec C'est des très gros qui arrivent, quoi. C'est intéressant de voir que ça pourrait être sur le papier, ça pourrait être des concurrents, mais qu'en fait, c'est un petit peu comme toutes les concessions automobiles, elles sont toutes ensemble, elles sont toutes autour. Et le fait qu'elles soient ensemble, ça crée une synergie et ça fait que tout le monde s'y retrouve. Bah ouais, Ok. carrément. Ok, c'est intéressant. Et du coup, sur ton business, du coup, tu disais que ta vision avait évolué. On s'est arrêté un peu en 2021. Tu as commencé à te staffer. Aujourd'hui, vous êtes 19, c'est ça? Ouais, alors on a recruté beaucoup. Tous les freelances qu'on avait en coach qui faisaient la prestation sont passés en CDI pour plein de raisons. On se rendait compte que la prestation n'était pas aussi bien faite parce qu'ils avaient d'autres travails à côté ou des choses comme ça, que ça nous coûtait aussi trop cher. On leur reversait un pourcentage qui était trop haut. Ok. Donc impossible de scaler. Ça te coûte moins cher d'avoir des coachs en CDI que de Ouais. les avoir en freelance. C'est pour moi l'équilibre justement qu'il faudrait avoir. Et donc là, on a commencé à recruter beaucoup. Et c'est là où ça commence à être plus difficile pour moi. Parce que ça coûte très cher. Tu fais des heures de recrutement que tu peux pas annuler comme ça du jour au lendemain. On a fait pas mal d'erreurs. Tu manques de flexibilité. Tu manques de flexibilité et en fait, tu te rends pas compte de toute la réglementation et de toutes les contraintes qu'implique un salarié, que ce soit sur les coûts, les déplacements. Des fois, tu dois mettre de la réglementation d'affichage dans tes bureaux. Franchement, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est plein de trucs comme ça. Et en fait, tu as des frais, mais de partout, que ce soit l'URSSAF, les mutuelles, les frais de transport. Et c'est un temps, en fait, c'est ça aussi qu'on compte pas quand on recrute la personne, mais c'est un temps administratif supplémentaire qui est monstrueux. Et du coup, c'est intéressant. T'as un peu ouvert la porte, donc je vais mettre le pied dedans. T'as connu des moments plus difficiles. Là, on a parlé un peu de tout ce qui s'était bien passé. Ouais. On peut l'évoquer ou pas? Ça te dérange pas? Ouais. Donc toi, tu faisais 300 000 euros grosso modo au top sur l'année. Tu avais 100 000 euros de charge, je suppose. Donc Ouais. il y a un moment donné, tu gagnais vraiment bien Ouais. ta vie. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, parce que là, du coup, tu commences à avoir la tête qui sort un peu plus de l'eau, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais en fait, je crois qu'on a décalé une année. Je crois que 300 000, ça devait être en 2021 et on a fait 600 000 et quelques en. Non, c'est là d'avant. 300 000, c'était en 2020. D'accord. On a juste eu un petit décalage. Et ensuite, en 2021, on fait 600 000 ou 650 000. Et là, tu as recruté tes premiers salariés en 2021. En 2021, quand on commence à faire ces 600 000. Mais l'année d'avant, on avait fait 300 000. Ouais. Mais en fait, la pente, le chiffre d'affaires, il était en train d'exploser. Et je voyais le truc et je me dis, là, je peux plus, il faut que je me fasse aider. Et c'est là où je décide vraiment de recruter les gens. Ok, donc tu as fait 300 000 en 2021 tout seul. En 2020. En 2020, pardon. Ouais. Et du coup, tu te versais quasiment 10 000 euros par mois, je suppose. Je me versais pas de salaire, mais je réinvestissais, quoi. Ouais. Avec Avec un l'IMO montage. d'ailleurs. Ouais. Avant peut-être de parler de cette phase un peu plus difficile. Ouais. T'as commencé quand l'IMO? Parce qu'on aime bien l'IMO. On aime bien les mots. Et après, j'ai une question sur du coup ta conclusion. Parce que toi qui as eu. Mais on y viendra après. Sur l'IMO. T'inquiète, on garde les questions. Ouais. Alors, j'ai commencé, je crois, c'était en 2019, à un premier achat pour ma résidence principale à Paris. Ah, tu vivais à Paris? Mais j'ai pas vécu à Paris. J'ai acheté un petit appart parce que c'était pas cher. Et à l'époque, mon ami qui m'a aidé justement sur les réseaux, lui, il était coach sportif à Paris et il me disait, mais tout se passe à Paris, viens à Paris, je vais te présenter plein de gens. Tu vas faire du business à Paris, quoi. Ok. Et lui, je sais qu'en plus, il était coach sportif, il avait son studio de coaching et il facturait 150 € l'heure, ce qui était énorme et il enchaînait à 10 clients par jour. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça fait des belles semaines. Et, Tu peux l'arrêter le lundi. Hein. et en fait, en parallèle, quand j'ai fait mon achat, mon chiffre d'affaires, il commençait à grossir et à grossir. Donc j'ai fait mon achat et en fait, après, je me suis rendu compte que j'allais pas aller à Paris parce que j'allais vivre dans un 16 mètres carrés. J'ai eu des galères avec les travaux, donc ça a rallongé le truc. Et en fait, c'est là où j'ai commencé vraiment mon premier investissement, qui est une catastrophe. J'ai perdu de l'argent. Donc celui de Paris? Celui de Paris. Et après, je me suis formé. Et après, là, j'ai fait des meilleurs investissements après. Avec qui? François Briand dans Mission Immo. Ok, ça marche. Ce qui est aussi un de tes meilleurs potes. Un ami, un associé maintenant, ouais. Ouais. Mais à l'époque, je le connaissais pas quand on s'est rencontrés. Ouais. Ok, et du coup, tu as acheté à Paris, ensuite tu as acheté, tu nous en as parlé tout à l'heure, au Jura, à Perpignan. Ouais, et près d'Angers aussi, Donc et t'as des locaux à Rennes. 2 immeubles, un appartement. 2 immeubles, un appartement, un autre que j'ai revendu, du coup, que j'ai pu, et un local commercial. Ok, local commercial qui est loué À Rennes, qui Ouais. était loué à ma boîte. D'accord, et t'en fais quoi maintenant? On va le louer à une autre boîte. Ok. C'est l'objectif. Ok, parce que toi tu vas passer en full remote, c'est ça? On passe en full remote, ouais. Ok. À partir, là, on a commencé à lancer un peu le truc, mais à partir de novembre cette année, on passe en full distanciel. Ok, au moment où on fait cette vidéo, on est en avril 2023. Ouais.
Comme ça permet aussi de cadrer un petit peu tout ça. Ok, donc du coup, tu as fait de l'IMO. Tu as eu, avant de parler, on va être sur le moment un peu plus relou, mais tu as eu des galères aussi en IMO. Allez, ta plus grosse Ouais. galère en IMO. Parce que j'en ai eu plein. J'ai l'impression que l'IMO, c'est que ça. Je pense que sur chaque bien, j'ai eu des galères. C'est vrai que j'y pense. Sauf celui du Jura. Mais j'en ai eu au début. Ah, mais t'en j'en as eu ai au pas début. parlé avec les artisans. Allez, la plus grosse. La plus grosse, c'est celle de Perpignan que j'ai eu l'année dernière, avec un mur mitoyen qui s'écroule et on m'appelle à 22h pour me dire il y a la police et les pompiers chez toi, on est à la rue quoi. Donc ça c'est mes locataires qui m'appellent. Ils m'ont appelé 3-4 fois, moi je répondais pas, je me suis dit ils abusent à 22h. Et On en a fait, tous nos problèmes. et là quand je réponds, douche froide quoi. Vraiment. T'es à Rennes, Perpignan, c'est pas à côté. Ah non, non. Mais surtout que c'est personne n'a la réponse à ta question quand ça t'arrive. Ouais. Pour la petite histoire, donc du coup, dès le lendemain, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle la mairie pour savoir un petit peu ce qui a été dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et là, tu sais pas trop quoi faire. La mairie t'aide vite fait, la police t'aide pas, les pompiers évidemment t'aident pas. T'appelles ton assurance. Moi, la première fois que j'ai appelé l'assurance sur ce moment-là, ils me disent. Je leur dis, je sais pas ce que j'ai. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été mis en place. Je sais pas ce que c'est le sinistre. Et ils me disent, si c'est pas un dégât des eaux, on prend pas de toute façon. et ils me disent, elle me Sur demande. une assurance PNO. Ouais, On est d'accord. Et elle me dit, Non, mais c'est lunaire. et elle me dit, c'est un dégât des eaux. Je dis, mais j'en sais rien. Je suis pas sur place. Donc voilà. Ouais. Et La maison s'est écroulée. non mais c'est ça. Et du coup, le lendemain, le jour même, j'arrive à appeler la mairie. Tu Mais vas ça- pas à Perpignan? T'as pas décidé Non. d'aller sur place? Non, Ok. non. Ça m'aurait fait mal au cœur, je pense. Non, j'ai tout géré à distance. Et donc, j'appelle la mairie. J'ai de la chance. Les gens de la mairie sont géniaux. Ils étaient vraiment géniaux. Ils m'ont beaucoup dépanné. Il y a eu un artisan aussi, un ingénieur structure qui m'a énormément aidé. Donc, j'ai eu de la chance sur ça. Et donc le mec de la mairie me dit qu'il pense que c'est un dégât des eaux. Donc là, je rappelle mon assurance en disant je pense que c'est un dégât des eaux. Bonne nouvelle, c'est un dégât des eaux. Ouh. C'est ça, à cause du propriétaire d'à côté. Donc voilà, après, on commence les démarches et c'est vraiment horrible. Parce que. T'as pas un immeuble je croyais qu'il s'était écroulé, l'immeuble. En fait, l'immeuble, c'est pas tellement écroulé. T'as un mur qui s'est écroulé, donc tout l'immeuble est fragilisé. Donc en gros, c'est étaiement en urgence le lendemain. Donc déjà, tu dois sortir l'argent pour vite sécuriser le bâtiment. Et après, ça a duré pendant plusieurs mois où on n'avait pas de nouvelles des assurances, pas de nouvelles des travaux. Il y a l'expert qui vient une fois, 2 fois, 3 fois. T'as dû reloger tout le monde? Ouais, mais la mairie m'a aidé. À ta charge. Ouais, j'ai eu de la chance parce que certains, le CCAS, donc c'est des profils un peu précaires. Donc le CCAS se substitue à toi quand t'es pas capable de les aider. Parce que c'est compliqué de reloger tout le monde à tes frais, c'est extrêmement cher, surtout quand t'es pas sur place. C'est pas simple de trouver un bien immobilier. Surtout quand t'as 25 ans. Ouais, c'est ça. Exact. Et du coup, le CCAS m'aide, donc on a réussi à trouver des locataires et donc, des logements, on va dire, de la mairie, mais qui étaient limite insalubres. Donc c'était compliqué. Les locataires n'étaient pas très très contents. Il y en a qui négociaient pour aller à l'hôtel en me disant mais c'est bon, vous allez me payer l'hôtel. Je dis non. C'était compliqué. Après on a une galère, les étais qui ont été volés. Un jour on m'appelle, on me dit les étais qui sécurisent ton bâtiment ont été volés cette nuit. Et là tu te dis non mais c'est pas possible quoi. Genre, qui a été faire ça Qu'est-ce que j'ai fait dans une autre vie? Non, qui a été faire ça? Donc là tu déposes plainte. Donc juste une petite question, tu te dois de leur trouver un logement, Oui. tu payes. Oui. Est-ce qu'ils continuent à payer leur loyer? Non. C'est ouf ça. Parce que ça soit à ta charge parce que tu continues à percevoir. Je suis d'accord. Je le comprends. Ouais. Mais là, ça veut dire que tu n'as plus le loyer et en plus, T'es logé gratos. t'es logé gratos et en plus, t'as ton crédit. Mais moi, en fait, alors, ouais, c'est ça. Moi, j'ai la CAF qui donne une partie sur ces logements-là. Ok. Et en fait, du jour au lendemain, la CAF te coupe tout, quoi. Donc, de toute façon, t'as pas le choix. Tout est coupé. Du jour au Oui, lendemain. et en plus, comme c'était tout ce qu'on disait, de ce que j'ai compris, c'est toi qui loues les logements Oui, pour c'est à tes mon nom. locataires. Ouais, c'est pas. Donc, il n'y a plus de CAF. Tu peux Ouais. pas demander la CAF. Ouais, exactement. Donc là, c'est triple peine. Quoi. En fait, t'as pas le droit de. En fait, c'est pas à eux de se reloger, c'est à toi de faire le bail Wow. ou de t'arranger. Donc, parce qu'en fait, c'est trop facile de les loger à leur nom et après dire c'est bon, t'as un autre bail, tu reviens plus quoi. Et donc, je te dois plus rien. Et donc, ouais, tout a été coupé et donc c'était dur. Ouais, c'est ouf quand même. Hein. Ouais. Et du coup, si tu loues un appartement pour eux, mais ils peuvent te donner leur préavis de départ et reprendre le bail dans lequel tu les loues. Après, ils ont aucun intérêt bah non, parce que ils c'est payent gratos pour eux. Mais Ah bah non, ils payent pas. Ils payent pas. Ils payent plus de loyer.
Ils sont logés gratuitement. Ouais, non, mais Bah, c'est après, clair. c'est une galère, c'est chiant aussi. Après, Alors, il ils faut- ont quand même un immeuble qui s'est Il faut quasi quand même effondré. dire Ouais. que du jour au lendemain, tu pars sans tes affaires et t'as plus le droit d'entrer dans l'immeuble, quoi. Oui, non, Là, mais si on se c'est- met à leur place, c'est aussi non, c'est évidemment. ça. enfin, Bien en sûr, fait, non, c'est simple. mais- C'est simple. C'est une situation on que le- je pense on qui le- est simple pour personne. On leur jette pas la pierre, hein, Mais sans qui est mauvais une- jeu de mots, mais Qui est une situation qui a l'air d'être pas trop. Il n'y a pas forcément trop de règles, trop de lois, j'ai l'impression. Il y a, Bah, il y en comme a, s'il y mais avait on un protège vide. le locataire. Et on a de la chance, il y a des l'ADIL, moi j'avais appelé l'ADIL 66 à l'époque, qui gère le juridique. Il m'avait bien conseillé, effectivement, il m'avait dit qu'on pouvait rien faire. Donc, Vous êtes dans la merde, je- monsieur. alors là, j'ai pas l'info. On pouvait potentiellement choisir de résilier les baux des locataires, mais je crois qu'il faut que ce soit un commun accord entre le locataire et nous-mêmes. en Le- sachant qu'ils ont aucun intérêt, les locataires. Aucun. Non, aucun. Bah non. Bah non, parce que eux, ils vont retrouver leur logement après, ils sont contents, et en plus là, ils sont logés. Et là, tu fais des travaux du coup pour le remettre en état, l'immeuble? Ouais, bah, ça a duré longtemps, ça a duré 7 ou 8 mois à cause des assurances qui faisaient que de se renvoyer la balle et de pas se dire, bah, ok, c'est à ta charge, c'est non, c'est à ta charge. Et donc, ouais, ça a duré 7 ou 8 mois. Et ce qui est pire, donc effectivement, c'est le problème d'été, donc le vol a tout aggravé. Moi, j'ai de la chance, mais le propriétaire d'à côté qui est responsable de ça parce qu'ils sont rentrés par son bâtiment pour faire les vols. Son assurance ne le couvre pas contre le vol. Donc, l'aggravement des travaux, on parle de 30 ou 40 000 euros et à sa charge. Alors que c'est des mecs qui sont venus carottes les étés comme ça. quoi. Ouais. Et par contre, Oh, putain. courageux. Hein. Ouais. Courageux, les mecs. Hein. Ouais, c'est sûr. Aller enlever des étais Ouais, pour gagner, ça vaut quoi? Ça vaut 150 balles un ouais, été. ça vaut Hein. rien. Pour aller chourer des étés à 150 balles alors que ça peut tomber sur la gueule. Franchement, ils en ont. Hein. C'est ouf. Et puis Franchement, il y a plus simple. Va voler une voiture. même ça, ouais. Non, mais j'ai pas compris non plus. Personne n'a compris hein, quand ils l'ont fait. Putain, et le voisin, tu t'imagines, tu te manges 40 000 euros comme Ah ça ouais. grâce à Alors lui, il a un peu enfin on va dire, il a un peu de chance dans son malheur, c'est que son immeuble était en rénovation et donc il avait fait le crédit et tout, il avait pas commencé les travaux. Donc en réalité, il va essayer de l'inclure plus ou moins dans ses travaux. Enfin peut-être qu'il va s'y retrouver l'un dans l'autre parce qu'il avait déjà prévu de tout casser et tout recommencer. Et- Donc, au final, ça va. Ah oui, et puis en plus, il passe par chez toi. C'est... Non, parce que je C'est sais un que moi, mur maintenant, mitoyen. quand je fais une rénovation, dès que c'est fermé, je mets une assurance habitation. Comme ça assure tous les matériaux qui sont à l'intérieur. Si tu mets une assurance, mais là, comme en plus, ils sont passés par. Ouais, c'est très compliqué. Ouais, Ah non, là, mais c'est là, vraiment le c'est- dossier à la Ah, con. Après, moi, j'ai de la chance. Moi, c'est sa responsabilité civile qui intervient sur ça. S'ils étaient rentrés par chez moi, je sais pas comment ça serait passé. Peut-être que moi, je crois que j'étais assuré contre le vol, donc ça l'aurait fait. Mais c'est, en fait, en soi, c'est pas le vol qui est Oui, c'est problématique, l'aggrave- c'est l'aggravement des travaux Mmh. qui se comptent en dizaines de milliers, quoi. Et personne ne comprenait pourquoi. Et donc Ok, voilà. bah, Et donc bonne- là, aujourd'hui, t'en es où? Et ce bah, projet-là juste pour la petite histoire, ce qui était assez rigolo, c'est qu'il y avait un locataire qui était un peu chaud, un sanguin, qui voulait lui rentrer dans l'immeuble. Au bout de 8 mois, il en avait vraiment marre. Et en fait, moi, j'étais bloqué parce que je commençais à avoir des galères d'argent pour commencer à payer les loyers. J'avais pas de vision au niveau de l'assurance de quand ça allait se terminer. Et lui, tous les 2 jours, il m'appelait en me disant, bah, de toute façon, si c'est pas bon d'ici la fin de semaine, moi, je rentre dans l'immeuble. Et je lui disais que bah non, tu vas pas rentrer dans l'immeuble. Et il me dit, moi, si, je fais ce que je veux et je m'en fiche. Et donc ça a été hyper compliqué moralement parce que je suis à distance et on peut rien faire. À part, ils rentrent, potentiellement t'appelles la police. Ils feront quasiment rien, tu vois. Oui. Je suis même pas sûr qu'ils monteront. Donc bref, c'était très très compliqué. Et moi, je voulais aussi garder la bonne relation avec eux. C'est ça qui était compliqué parce que c'est des locataires qui payent quand même leur loyer. Il y a pas de problème, ça se passe bien. Oui, Et je voulais pas dégrader la relation, tu vois, avec eux parce que j'aurais pu dire bon, allez, tu m'emmerdes, débrouille-toi. Mais j'essaie de les arranger aussi. Ok. Et aujourd'hui, donc on est en avril, ça a Il est commencé rentré en ou pas juin. Non, parce Il est pas que rentré j'ai réussi à le faire attendre parce que pile à ce moment-là, t'as Tu dis qu'il est l'assurance qui arrive. Tu dis qu'il est pas rentré parce qu'on est sur un podcast ou il est Non, vraiment non, pas. Il est pas rentré. Après, en réalité, Pas que tu saches. on sait qu'il rentrait dans l'immeuble parce qu'on sait que ils ont été chercher des affaires ou des choses comme ça, mais pas rentrer pour y vivre. Ah, ok. Mais bon, ils avaient Donc, pas il le est droit rentré. non plus. Parce qu'il voulait rentrer pour y vivre, lui. Ah oui, oui, il s'en fichait. Ah ouais. Et il s'en fichait que l'immeuble s'écroulait. Ouais, dans ce cas-là, tu fais un peu. Très courageux aussi. Ouais, hein. tu C'est fais- peut-être lui qui a volé les étais, tiens. Je sais pas. Tu fais un peu le héros quand même à dire ça. Ah ouais, Bah, Et dans ce cas-là, autant qu'il aille en Ukraine et des mecs, hein, parce que ça sert à rien de se sacrifier juste pour un immeuble qui va s'écrouler. Hein. je sais pas, mais je pense qu'il en avait marre. Il en avait marre. Ok. Bon, ceci étant dit, je sens que j'ai fait un bide avec mon histoire sur l'Ukraine. Là. J'ai senti que Ah oui. j'avais pas de consensus. Je mettrai ça dans l'intro. Du coup, sur cette histoire-là, donc ça, c'est ton histoire un peu immobilière.
Ouais, Comme quoi, il n'y a pas que des belles histoires en immobilier non plus. ça, on ça peut- se termine bien. Enfin, quand j'aurai l'argent de l'assurance, ça se terminera bien. Mais en soi, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il n'y a rien de grave. Enfin, tu vois, c'est que de l'argent. Il n'y a pas eu de Il mort. n'y a pas eu de mort. Ouais, c'est ça. Oui. Quand ça m'est arrivé, le pire que je me suis dit, c'est bon, bah, j'ai perdu 175 000 euros. Au pire, et je sais que ce ne sera pas le cas. Bon, bah voilà, il y a pire. Un peu quand même mentalement une pression, du temps à passer, ça c'est un peu relou. Ouais. Mais Ouais, le plus compliqué, c'est presque l'émotionnel de gérer les locataires, des gens qui sont. C'était ça. Parce qu'en plus, c'est. Si j'avais pas ça, ça aurait été Ouais, facile. ouais, j'entends. Alors pour revenir au comme quoi, il a quand même un mindset en métal, quoi. Parce que tu te rends compte. Non, mais franchement, mec, tu te rends pas compte parce que du coup, tu t'écoutes probablement pas parler, mais nous, on t'écoute. Mec, t'as un mindset de malade parce qu'en fait, il t'est arrivé une galère là-dessus. Tu dis que tu perds potentiellement 175 000 et on te dit, si t'avais pas les gens à gérer, t'aurais dit, ça aurait été facile. Là, t'as une boîte, tu vas nous la raconter, t'as des galères et en fait, t'es un mec qui a une résilience extraordinaire. C'est-à-dire que il t'arrive pas que des merdes, mais il t'est arrivé des merdes ces 2 dernières années et tu t'en branles, t'avances, quoi. Et Ouais, ça, c'est ouf. T'as pas le choix. En fait, c'est ça, c'est que t'as pas le choix. Qu'est-ce que tu veux faire Enfin, t'es dans cette Non, situation, mais tu dois assumer. je te reproche pas Ouais, ou c'est quoi ça. que ce soit. Je te dis juste que, en fait, il y a plein de personnes qui auraient abandonné. Parce que honnêtement, c'est quand même pas simple ce qui t'est arrivé. Bah, pour l'immobilier, tu vois, je peux pas abandonner d'une manière ou d'une autre. pas le Soit choix, j'abandonne, t'es soit je perds mes 175 000 euros et il faut les rembourser. T'es dedans, Ou je suis donc, dedans, je suis obligé. Pour la boîte, par contre, c'est peut-être différent. Et là, par contre, Eh ben, vas-y, on t'écoute. alors. j'ai pensé à abandonner. Ouais, c'est par rapport, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la boîte. Donc, du coup, tu as eu des freelances, Ouais. tu as eu des salariés. Ouais. Quelle conclusion tu en fais? Parce que tu dis, quand ils étaient freelance, ils me coûtaient très cher, le service n'était pas à la hauteur. Est-ce que tu peux. C'est quoi ta conclusion aujourd'hui? Si tu avais une feuille blanche et que tu pouvais recommencer à zéro, tu partirais sur des freelances ou des salariés? En fait, ça dépend du poste que tu veux, je pense. Moi, la problématique que j'avais aussi sur les freelances, c'était que c'était illégal. En fait, ils faisaient la presta pour certains à temps plein avec nous, donc on pouvait pas continuer comme ça. Donc, on devait... T'étais leur seul client. Oui, c'est ça. Donc, problématique. Et à partir du moment où ils avaient un autre client, la prestation se dégradait. Donc en fait, on n'avait pas le choix que de les passer en salarié, quoi. Et on gagnait plus d'argent en faisant ça. T'avais mis en place une espèce de charte qualité ou Non, même pas. Même pas. Franchement, Ok. non. C'était des copains. Non, certains, ouais. Beaucoup, ouais. Sur je pense, les 6 premiers, 4 ou 5 copains. Ouais, c'est Moi, ça. je prenais des potes qui disaient, bah tiens, toi, tu fais un peu de sport, tu t'entraînes, viens avec moi, je vais te former pendant 6 mois, tu vas pouvoir voyager et faire ton taf, ça va être génial. Et, Les gens disaient oui. Les gens disaient oui. Bizarrement, les gens disaient oui. mais parce que je sais que tu vois, il y a certains freelances qui gagnaient à l'époque avec ce que je leur proposais, mais hyper bien leur vie. On parle de 5-6 000 euros pour un coach sportif, c'était énorme. Ouais, grave. Tu vois. Et surtout, tu leur as porté tout le business, en fait. Ils faisaient rien. Ils faisaient juste la presta et ils faisaient pas l'acquisition client, ils faisaient pas la gestion des paiements, ils faisaient rien. Et en plus, tu leur as expliqué que Bali, c'était cool. Et ouais. Parce qu'on en a pas parlé de ton voyage, mais t'as fait quoi? T'as fait Indonésie, Vietnam? C'est ça, Cambodge, Thaïlande, Corée et Japon. Ah, intéressant. Ton préféré? Bali, je pense. Bali? Donc, Indonésie? Ouais, incroyable comme endroit. J'ai bien aimé le Japon aussi, c'est pas du tout le même mood. Ouais. Mais c'est vrai que l'Asie, Bali et tout, c'est quand même sympa de bosser au bord de la plage. Grave. Corée du Sud uniquement? Ouais. Ok. On a fait la frontière. Ok. Mais c'est tout. Ok. Parce que Corée du Nord, tu rentres pas comme ça, je suppose? Non. Et C'est puis, quoi? Avec le passeport français, ça suffit pas du tout? Non. Ok. Non. Bah, en fait, enfin si, peut-être, mais il faut être journaliste, il faut être dans les Ok. médias ou les choses comme ça. Et puis, bah, tu fais rien, quoi. À mon avis, pour avoir regardé un peu de personnes qui faisaient ça, tu regardes juste ce qu'ils veulent te montrer. Ouais, c'est ça. Mais, Oui, c'est ça. mais ouais, ça a été. Je pense que ça m'a fait énormément grandir ce voyage. Genre, j'étais un bébé avant de partir. J'étais jamais parti de chez mes parents. Oh. Ouais, c'était Le ouf. choc culturel, ça. Ouais, T'as commencé par quoi, Thaïlande? Thaïlande, ouais. Ouais. Thaïlande. Pour moi, c'est la porte d'entrée. C'est Ouais. c'est facile. Pas cher. C'est pas cher. T'es en sécurité, globalement. T'as un petit dépaysement. Et, Petit, ouais. Ouais, mais à la limite, c'est là où t'es peut-être le moins dépaysé, je pense, de toute l'Asie. Bali, ça ressemble quand même à. Oh non. Non, Ah non. ouais, non. tu trouves pas? Ah non, c'est beaucoup plus occidentalisé. Bah oui, justement, c'est pour ça que je dis ça. Ça ressemble plus à la France. Probablement Ah qu'à Thaïlande. oui. Ouais, Oui. ouais, mais du coup, t'es beaucoup moins dépaysé à Bali. Ouais, donc Tu disais que la c'est- Thaïlande, c'était l'endroit où c'était le moins dépaysé. Ah, ok, ouais. Mais oui, non, Bali, ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve que. Enfin, Bali, t'es pas comme en France, mais ça ressemble quand même beaucoup. Et Bon, par contre, t'as des villas que tu vois peut-être que dans le sud de la France. Ouais. mais c'est incroyable. Franchement, t'as des villas. On en parlait tout à l'heure, hein, sur la villa de Pablo Escobar. Là. On fait une soirée cet été. Mais ok, bon. Alors, du coup, cette difficulté-là, tu peux nous
été 2021, ça a commencé quand? À partir du moment où j'ai commencé à avoir mes premiers salariés et il y a eu la fin du Covid. En fait, le moment des premiers salariés, l'arrivée des premiers salariés, ça va avec la fin du Covid. Ok. Et nous, le Covid, mais ça a été un accélérateur, mais c'était n'importe quoi. La croissance qu'on avait, elle était encore bien plus importante que T'as été maintenant. jusqu'à combien d'abonnés? Alors, je sais plus, mais on faisait pour tenir quasiment 2 fois plus de CA sur certains mois que maintenant. Donc, on a quasiment, tu vois, fait des mois à 100 000, 100 000 et quelques, quand même. Mais, et sans pub, alors que maintenant, on met de la pub. Donc, c'était pas du tout le même marché. Sans pub, uniquement en organique? Ouais. Donc, on margeait, c'est pour ça qu'on margeait beaucoup. Une autre époque. Ouais. On faisait, sur les gros mois, on faisait 100, 120 clients par mois qui payaient 160 chacun. Donc, juste en organique, quoi. En plus? Ouais. Ah, c'est énorme. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, parce que avant qu'on parle peut-être de cette évolution, dans ta tête, ça devait être quand même un moment extraordinaire, non? Je sais pas. J'ai eu des galères avec les freelances, avec certains freelances à ce moment-là, plus ou moins. Donc, ça m'a un peu gâché le truc. Et en fait, ça a duré 2-3 mois. Et après, il y a eu la fin du confinement, parce que c'était sur le confinement le dernier que c'est arrivé. Et après, il y a eu la fin du confinement. Et là, ça a été beaucoup plus compliqué, quoi. Ok. Et donc, justement, les premiers salariés arrivent à ce moment-là. En fait, c'est une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font. C'est-à-dire que tu as la croissance qui arrive de manière exceptionnelle. Du coup, tu recrutes par rapport à ça. Et en fait, après, ça s'arrête. Sauf que tu as fait tes recrutements. Et donc, tu peux pas revenir en arrière. Et donc, difficilement, en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc après, on a continué à recruter, on a réussi à stabiliser le chiffre d'affaires et pendant 1 an et demi, en gros, voire 2 ans, on a eu une stabilisation du chiffre d'affaires. Et en fait, on est passé de moi seul dans la boîte à 19 personnes avec le même chiffre d'affaires, qui était plus bas qu'au moment où on avait notre top. Et en fait, et c'est justement l'année dernière, quand j'ai eu ma galère à cause de mon immeuble donc financière, où je devais avancer de l'argent. Moi, je me sortais pas d'argent sur la boîte parce que je voulais tout réinvestir pour la faire grossir, pour recruter, pour aller plus vite. L'application. Exact, pour tout ça, exactement, les locaux, voilà. Et en fait, tu arrives dans une situation où là, la charge mentale, elle est horrible. Moi, je l'ai hyper mal vécu, c'est-à-dire que tu vois ta trésorerie descendre chaque mois parce que tu perds de l'argent, on cramait de l'argent. Tu vois que tu dois payer à côté quelque chose et t'as pas. Tu te dis, oh, ça va être compliqué. T'as du monde avec toi dans le bateau? J'ai du monde avec moi dans le bateau, j'ai des crédits qui commençaient à arriver à échéance, j'ai de la chance parce que j'avais des différés. Et en fait, tout ça mis bout à bout, et là, je me dis, je commence à voir le bout. Et en fait, c'était vraiment très très dur psychologiquement de me dire, je sais pas quoi faire, quoi. Là, je me suis vraiment posé la question de, je vais arrêter. C'était quand ça? Fin de l'année dernière, début de cette année. Ouais, bah ça coïncide parce que je trouve que là, pour t'avoir rencontré en février ou mars, t'allais moins bien que maintenant. Ah bah carrément, mais parce que je trouvais pas de solution dans ma boîte. En fait, c'était que bon, maintenant ça va mieux au niveau du bien immobilier. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans l'ordre, mais dans la boîte continuait de perdre de l'argent. On avait un crédit là aussi qui arrivait à échéance, enfin le loyer des locaux, donc il fallait qu'on gagne de l'argent. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps qu'une boîte doit gagner de l'argent et que j'étais trop mal à l'aise à ne pas gagner de l'argent. Parce que je viens du milieu aussi de... en fait, avant, je gagnais de l'argent, tu vois. T'es né où? Je suis né à Rennes. Ok. Ouais, donc éducation, mentalité terrienne un peu? Bah, moi, c'est ce que je disais. Moi, j'ai malheureusement... Enfin, mes parents n'ont jamais eu d'argent. Ma mère vit dans un HLM. Mon père, pareil, il a arrêté de travailler très tôt à cause de problèmes de santé. Donc, j'ai jamais eu d'argent. Mes parents n'ont jamais eu d'argent. Donc, je pense que ça a aussi été une vraie motivation, tu vois, pour moi de me dire... quand tu commences à gagner de l'argent, déjà, tu peux mettre ta famille et tout un peu à l'abri. Et après, ça devient un peu addictif, tu vois. La chance que j'ai, c'est que j'ai une bonne relation à l'argent aussi. Et je me dis que l'argent, c'est que de l'argent, tu vois. Et donc, parce que j'ai perdu beaucoup de relations aussi à cause de ça. Bon, on pourra en reparler, mais c'est vrai que c'est toujours un vrai problème quand on parle d'argent avec les gens. Ça dégrade beaucoup de choses. En fait, laquelle, par exemple? J'ai eu 2 relations, enfin une, on va dire, principale. C'est ami ou... Ami. Okay. Ami qui était coach avec moi à l'époque, que j'ai fait rentrer dans un projet. On s'était associés, mais avec la voix en disant on fait 70-30, on s'arrange, quoi. On a fait un projet, en fait, on s'est rendu compte, à un moment, j'ai arrêté, j'avançais tout l'argent avec ma boîte. Et on avait des pertes, et j'ai dit, on arrête là, je peux plus avancer. Tu me rembourses ta part, en gros, par rapport à ce qu'on s'était dit, et puis on arrête, quoi. Et j'ai dit, je t'arrange, je te prends sur ce que je te donne tous les mois. Elle gagnait très bien sa vie, cette personne. Et là, elle m'a dit, non, on n'a rien signé. Et pareil, en fait, tu vois, je me suis battu une semaine,
Et après, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien de me battre. Tu vois, je l'aurais jamais cet argent. J'avais rien signé et tout. Oui, puis quoi qu'il arrive, t'avais déjà perdu le plus important, l'amitié. Puisque de toute façon, ça veut J'ai dire perdu, ouais, après ça. ouais, donc en fait, c'était le plus gros était de toute façon, tu pouvais plus revenir en arrière. Donc en fait, l'enjeu c'est minime au bout d'un moment. C'est ça, exactement. Il était purement financier. Mais c'est un vrai problème pour beaucoup de personnes, je pense, la relation à l'argent. Et t'as dit cash comme ça, yeux dans les yeux Par message, on était par message. Ouais, exactement. Elle m'a dit j'ai fait appel à un avocat, je peux ne pas te payer. Et surtout que on était quand même assez proche avec cette personne, tu vois. Donc ok, j'ai dit bah écoute, me paye pas. Et après j'ai continué à bosser un peu avec elle. Pendant quelques mois, bah, elle travaillait pour nous. Et sauf que la relation était évidemment gâchée, était froide. Bien sûr. Et après, elle est partie de chez nous, elle a fait que nous faire des coups dans le dos sur les réseaux, enfin plein de trucs comme ça. Voilà. Donc une très mauvaise expérience. Je pense que maintenant il faut tout mettre sur papier et faire gaffe avec qui aussi tu t'associes. Des fois là, ça peut abîmer des amitiés, je pense. D'ailleurs, avant de, même si on était, parce que c'est des choses qui m'intéressent aussi. Toi, tu as fait d'autres boîtes. Tu es en train d'en parler parce que là, tu t'es associé dans un autre projet. Bon, on va peut-être pas le détailler. Mais du coup, je sais que tu as fait aussi un projet IMO. Tu as fait pas mal d'autres projets, toi, entrepreneuriaux, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai testé une box par abonnement. C'est le projet qu'on a perdu beaucoup d'argent. À l'époque, c'était un peu le shiny object. Trop bien, on va faire de la box par abonnement. C'est un enfer. Sur quelle thématique ? La food. Parce que du coup, nous, on vendait à nos clients qu'on avait déjà en coaching, donc on pouvait essayer de leur vendre. C'est un enfer. Tu peux faire de l'upsell. Pourquoi c'est un enfer ? Mais parce que c'est un autre métier, en fait. La logistique, ça monte hyper vite en termes de coûts. Ouais. Tu te rends pas compte de la gestion des stocks. Surtout quand tu fais de l'abonnement, des fois, tu estimes un peu par rapport au nombre d'abonnements. Je pense que ça va quand tu le fais dans ton garage et que tu fais un peu tout. Et quand tu veux passer, je pense que quand tu veux passer le step supplémentaire, que tu commences à en envoyer 300-400 et qu'il faut du stockage, machin, là ça devient compliqué. Et tu marges que dalle. On margeait 4-5 euros par box. Ouais, donc comment tu vas avoir tes clients quand tu as 4-5 euros par client à dépenser ? Enfin, c'était impossible. Donc on a fait ça. J'ai aussi fait une agence immobilière qu'on a arrêtée et un cabinet comptable que j'ai toujours spécialisé dans l'investissement immobilier. Ok. Voilà. Donc quand même de belles aventures. De belles aventures, ouais. Non, mais globalement, t'en as fait quand même plusieurs. Du coup, j'ai ma réponse, t'as pas fait d'études dans le sens où t'as pas prolongé tes études. Non. Je croyais que t'étais allé à la fac. Non, DUT seulement. Ok, DUT, BPGEPS et ensuite le parcours que tu nous as évoqué. Ok, et du coup, cette petite, entre guillemets, descente aux enfers, si t'avais 1, 2 ou 3 conseils que t'as appris grâce à ces difficultés, parce que comme disait Erwan tout à l'heure, t'avais le sentiment que tout le monde passait un peu par la même situation. C'est-à-dire freelance un peu au départ, ensuite salarié, puis après tu as des galères. Ouais. Toi, tu l'as peut-être fait un peu plus tôt que tout le monde parce que tu as commencé assez jeune et tu as une croissance assez forte. Quel serait ton retour d'expérience sur ces sujets-là ? Et ensuite, mon autre question, ça sera comment tu vois le futur ? Mais d'abord, ton retour d'expérience par rapport à ça. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'être entouré. Justement, à ce moment-là, j'ai rejoint un mastermind. J'ai eu de la chance avec des personnes qui avaient plus d'expérience, qui pouvaient m'apporter des bons conseils. On peut dire lequel, on peut dire qui C'était le mastermind de Gérald. Ouais. Fort. Ouais. Voilà. Je sais même plus le nom. Accélérateur. Non, mais c'est incubateur entreprendre. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, je sais plus, mais je sais qu'il a donné des noms à BW23. Ah ouais. S, alors là, je sais pas du tout le nom. Mais voilà, l'accélérateur de Gérald qui est un ami et qui a investi aussi chez moi. Ok. Qui a dû t'aider, je pense, à dézoomer un peu et puis à prendre un peu de recul. Il m'a aidé surtout sur la partie perso en fait. Okay. Parce que lui, il avait vécu émotionnel, aussi, perso, il y a quelques mois avant. Et en fait, c'est que dans la tête. Hein. Ce genre de choses, c'est vraiment que dans la tête. Et justement, suite à ça, là, j'ai dit que j'allais commencer à me faire apprendre un coaching mental. Parce que j'ai des choses qu'il faut que j'améliore sur certains points. Et je pense que l'autre conseil, c'est en fait qu'on peut le faire, quoi. Moi, dans ma tête, c'était impossible En fait, j'étais bloqué. Je pouvais pas licencier une personne parce qu'on est en France et que c'est impossible à faire. Voilà. Mais en fait, il faut le faire. Moi, j'avais trop cette attache émotionnelle du fait de m'engager avec des personnes, de ne pas vouloir les décevoir parce que les personnes que j'ai licenciées, malheureusement, c'était des amis, c'est toujours des amis. Et on s'entendait super bien et c'était très très dur de dire. En plus, pour une personne, c'était une personne que j'ai fait débaucher pour lui dire viens dans mon projet, ça va être génial, on va bien s'amuser. Il avait accepté de baisser son salaire et tout. Enfin, c'était ouf. Et quand tu lui dis écoute. Je peux plus, quoi. Genre, c'est soit moi j'arrête, soit je fais ces choix-là, tu vois. Et donc, j'ai eu de la chance, il l'a bien pris. Un bon copain, lui. Tu peux le garder comme ami, lui. Ouais, mais c'est un
un investisseur aussi, un peu entrepreneur de base, donc il a une bonne relation à toutes ces choses-là, bonne relation à l'argent. On n'a pas eu du tout de problème, tu vois, sur ce genre de choses. Donc j'ai eu de la chance sur cette partie-là. Et en plus, il était associé de la boîte. Je lui avais donné des parts. Ok. Donc après, je sais pas si ça facilite ou pas le truc. Mais pour moi, en tout cas, c'était encore plus dur de dire à un associé, en fait, il faut que tu quittes la boîte, quoi. Il garde ses parts ou Il pas? garde ses parts pour l'instant, ouais. Ok, ouais, donc cool. Ouais, on s'entend toujours super bien. Je suis hyper reconnaissant de ça. Il m'a énormément aidé. Et peut-être qu'on bossera sur d'autres projets ensemble. Et dans le maintenant, futur. avec le recul, comment est-ce que tu gérerais aujourd'hui une hypercroissance? Parce que c'est un peu la problématique à laquelle tu as été confronté, en fait. Comment est-ce que tu t'y prendrais aujourd'hui? Avec le recul, maintenant, avec ce que tu as appris. Je ferais moins d'hypercroissance. Non, mais c'est Non, mais vrai. Ouais, mais voilà. Et Mais est-ce que des fois, faut pas avoir peur de freiner? Bah si. Ouais. Gérald, donc celui qui a fait le mastermind, c'est ce qu'on parlait. Lui, pareil, quand il a fait un x2 en 2020, mais sur plusieurs millions d'euros, donc c'est pas du tout les mêmes montants, il m'a expliqué que c'était la pire situation de sa vie. Il n'avait jamais eu autant d'argent, mais il n'avait jamais été aussi mal, tu vois. Donc je pense qu'il faut aussi y aller à son rythme. Et en fait, quand tu vas trop vite, tu fais, à mon avis, plein d'erreurs. C'est clair. Et tu les payes plus tard. D'ailleurs, regarde, on le voit. Sur les startups qu'il a fait. Les startups Swile, c'est Swile, la startup là, valorisée à plus d'1 milliard, qui est maintenant dans. Ils sont dans le dur? Je crois, ouais. Ok, je sais pas, mais. Mais ça veut dire que. Je crois que c'était 10 millions de CA ou 11 millions, une valo à 1 milliard. C'était abusé. Ah ouais. Donc après, 10 millions de CA? Ouais, pour relever de l'argent, au moment où ils ont été valorisés 1 milliard. Le tour d'après, ouais, c'est ça. Donc tu vois, des fois, ça peut être. Faut faire gaffe, quoi. Donc aujourd'hui, avec le recul, tu te dirais même, je ferme les inscriptions, je ferme l'entrée de potentiels clients, je communique sur ça, parce que c'est aussi, je pense que c'est un vrai sujet de dire, pour garantir notre service, on n'aura pas de nouveaux clients. Du coup, en plus, ceux qui sont en place, je pense que tu les... En termes de fidélité, etc., c'est ouf. Et tu ouvres des créneaux comme beaucoup font sur la formation, sur du coaching, et tu ouvres au fur et à mesure une fois que ta boîte a la capacité de le faire. Ouais, c'est exactement ce que je ferais. Ok. Mais c'est aussi très dur à faire. Ça, c'est un conseil en or qui vous est donné. Là. Ouais, en vrai, de ouf. Non, c'est un vrai conseil. Ouais, mais c'est très dur à faire parce que quand tu as l'argent qui vient à toi, tu vois, surtout quand tu es de manière organique, qu'un client te dit, mais prends mon argent, tu vois, prends mon argent, aide-moi, et que tu lui dis, bah non, moi, j'ai pas réussi à le faire. Maintenant, avec le recul, j'y arriverai plus. À l'époque, j'étais jeune, et je le suis toujours, mais j'étais plus jeune dans mon expérience entrepreneuriale. Ouais, et puis maintenant, tu sais que si ta capacité, c'est 500 clients, tu sais que quand tu passes à 510, les 500 premiers vont être moins bien servis. Tu préfères sacrifier les 10 avec lesquels tu n'as aucune relation pour continuer à apporter le service de tes 500. Exactement. Okay. Ouais, on se concentre sur non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant comme retour d'expérience de dire que finalement. Contre-intuitif. Ouais, l'hyper-croissance, c'est hyper tentant, mais en même temps, il y a un moment donné, il faut savoir dire stop, prendre le temps, prendre le recul. Un petit palier, et puis qui te permet après de. Mais après, ça dépend aussi de ton type, de quel type d'entrepreneur tu es, tu vois. Il y a des gens qui seront hyper à l'aise à faire de l'hyper-croissance et ils vont kiffer ça parce que ça va être le chaos total. Non, mais c'est vrai, ça va être le chaos total. Gros bordel. Et ils vont y arriver. Moi, ce que je cherche plus maintenant, c'est la liberté et la tranquillité d'esprit. Quitte à moins gagner, tu vois, à plus avoir du temps, plus me faire plaisir. Mais à l'époque, c'était pas ça. Et donc, du coup, j'ai fait des mauvais choix et je les ai payés. Mais je pense que je savais pas ce que je voulais vraiment à l'époque. Et puis, en fait, ce qui est marrant, c'est que je pense que quand tu gagnais 10 000 euros par mois, tu avais qu'une envie, c'était d'avoir une start-up et ce que tu as fait. Et aujourd'hui, tu es une start-up, tu n'as qu'une envie, c'est de revenir à tes 10 000 euros par mois pour avoir. C'est un peu comme l'histoire du pêcheur. C'est ça. On la remettra. En fait, aujourd'hui, tu dis, est-ce qu'il vaut mieux pas faire une machine optimisée, réglée, mais je suis tout seul dedans? Et ça crache un max. C'est ça. Moi, et aussi, ce qui me plaît, moi, c'est que j'aime bien tester. Je suis un peu multipreneur. Il y en a beaucoup qui parlent de défocus ou de choses comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Ça en est. Mais c'est ça qui est trop bien. Tu vois, genre, tu kiffes. C'est trop bien. Et le souci, c'est quand tu as un gros projet avec des dizaines de personnes, tu es engagé dans le projet, tu as des gens en qui tu es un peu responsable. Et donc, si ça marche pas, tu es un peu enfermé là-dedans. Tu peux pas te défocus 3 jours pour aller voir ce qui se passe sur l'IA et essayer de le comprendre. Exactement. Alors que là, tu vois, si tu es seul peut-être, alors je dis pas que c'est là où forcément je vais retourner parce que je pense que mon objectif c'est de réduire évidemment l'humain, mais pas repartir 100% seul. Mais je pense que avoir cette liberté-là, c'est ça la vraie liberté pour moi, c'est de dire ok, ça marche, c'est génial.
Ça avance évidemment très lentement, mais c'est OK. C'est un rythme qui est sain et je suis à l'aise avec ça. Les banques, elles aiment bien en plus. Enfin voilà, tout est bien. Ok. Parce que là, quand les banques voient ton chiffre d'affaires qui fait ça, elles se disent mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Non, mais c'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Donc, Ouais. du coup, le futur, si tu veux bien nous le dire, Alexandre, et après, on a encore 2 autres questions, mais Alexandre Le Labourier, je prononce bien, Ouais. dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, idéalement, il est où? Il fait quoi? Ça sent la note coco, ça. Je fais la même chose, mais un business hyper simplifié, avec une fluidité des process meilleure, plus d'automatisation. Et à côté, je m'amuse sur des side business parce que j'ai envie de tester des choses et je continue à investir dans l'immobilier en habitant effectivement au bord de la mer, sûrement. Mais c'est ça aujourd'hui, moi, que je cherche à avoir. Alors, Travailler j'ai- moins j'ai- longtemps, plus efficacement, avec des résultats différents. Pas moins longtemps, j'adore travailler, je suis un peu accro à ça et j'en ai besoin. J'arrive pas, à m'arrêter, j'arrive pas à prendre des vacances, c'est très compliqué pour moi. Mais travailler peut-être sur des choses différentes, tu vois, et le faire quand vraiment j'en ai envie et plus parce que j'en ai besoin, enfin, plus parce qu'il le faut, tu vois. Et du coup, c'est peut-être ça aussi que j'ai perdu à l'époque. Je travaillais un peu quand j'en avais envie, je pouvais me dire, ok, ce soir je travaille pas. Là, c'est un peu plus compliqué. Ok. Mais c'est une croyance que moi je m'impose, c'est pas la vérité. Par rapport à ce que tu viens de dire, là, je ferai un business très simple, des process très simples. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu montais une boîte, est-ce que tu organiserais ta boîte en fonction des outils qui sont déjà en place, à notre disposition à tous, et que tu ferais rentrer cette boîte dans ce qui existe déjà? Ou est-ce que tu essaierais de créer des outils pour coller à la boîte comme tu l'imagines? Non, j'utiliserai des outils qui existent déjà. Enfin, Ok. il y a plein de choses gratuites, pas chères, qui te permettent de tester hyper rapidement ton marché. Deuxième conseil en or. Non, mais Non, c'est mais c'est le vrai, hein. nombre de gens qui lancent un business et qui veulent créer un outil, qui veulent l'outil parfait adapté, alors que des fois, il faut juste adapter 2-3 petits trucs de son business pour que ça rentre dans les briques qui existent déjà. Et en fait, on gagne un Différence souvent entre start-upper, encore une fois, et infopreneur. Infopreneur, il Parce se fait que pas chier. Il fait un t'as- Shopify, il fait un J'ai Podia, écouté il fait un... Justement, sur Génération Do It Yourself, un mec qui a créé Brigade, je crois. Avec les Excel. Je sais, alors, Il faisait tout à la main au début, je crois. peut-être, je sais plus. Alors, je dois confondre, je confonds entre 2 boîtes et je crois que les 2 commencent par un B. Et en fait, il y en a une, en gros, il a monté, les mecs, ils ont fait du drop à un très haut niveau. Donc, je sais pas si c'est Brigade ou une autre structure, peut-être que c'est une autre. Et en fait, ils ont fait ça sur Shopify. Et aujourd'hui, ils sont toujours sur Shopify. Ah non, c'est The Braderie. The Braderie. Putain. Ah, mais... Putain, il est bon, lui. Hein. Ouais. Et Shopify, tu serais sur le cul de voir les grandes boîtes et les grandes marques qui sont sur Shopify aujourd'hui. Ah oui, non, mais lui, il est deuxième français, je crois. Il fait Ouais. 60 millions de chiffre d'affaires sur Shopify. Et ce qu'il disait, c'est que je crois qu'ils ont été rachetés par Showroom Privé. Ouais, en partie, ouais. Et que justement, le CEO ou le fondateur de Showroom était hyper impressionné parce que eux, à mon avis, ils ont une équipe de dev sur leur site, alors que les autres, ils font Non, tout. Service après-vente Shopify, bonjour. Incroyable. Voilà, magnifique. Mais c'est vrai qu'on a tout à disposition maintenant, et encore plus depuis qu'on a l'IA, là, depuis quelques semaines. C'est incroyable. Ça serait quoi ton conseil à des entrepreneurs qui veulent se lancer, que ce soit dans le business du coaching ou des infopreneurs, entrepreneurs, start-upers, une personne qui veut se lancer, peu importe son âge, et qui sait pas quoi faire, avec ton expérience entrepreneuriale et de toutes les personnes que tu as rencontrées, parce que tu connais beaucoup de monde dans cet écosystème-là. Ouais, C'est quoi ton conseil? T'as une page blanche, faut lancer un business, tu lances quoi? Et comment? Moi, je lancerais un business de service si je devais me lancer sur une de mes passions. Parce que ça te prend juste du temps et ça te coûte 0 argent au début. Donc, le service, c'est la meilleure chose. Le produit, c'est plus complexe. Et j'essaierai de m'entourer. Je pense que c'est là où j'ai le plus appris dans les formations, dans des masterminds, dans des choses comme ça. Okay. Et donc, peut-être que l'idée initiale ne sera pas parfaite, mais en échangeant avec des gens, en fait, tu vas vite l'adapter et pivoter et trouver la bonne idée. Et puis, des fois, une mauvaise idée très très bien appliquée fonctionnera bien mieux qu'une très bonne, très mal appliquée. Ouais. Et puis en vrai, on peut faire de l'argent avec tout, franchement. Je vois des gars sur Internet qui lancent tout et n'importe quoi. J'avais un ami, je crois qu'il avait 16 ans, il faisait 10 000 € par mois. Il vendait des Shabala, des bracelets. Il les achetait, il les revendait. Ouais, et il avait 16 ans, quoi. Ouais, mais non, même pas, il les achetait chez lui, il les renvoyait. Il les stockait chez lui, ouais. Il avait 16 ans. Ah ouais. Et le gars était trop fort. Et donc en fait, tu te dis, mais qui va acheter des bracelets? Tu peux tout faire en fait. Mais il y en a un que tu disais tout à l'heure, j'ai plus retenu exactement, mais qui faisait des chiffres complètement démesurés. Lui, c'était 18 ans ou 20 ans, je sais plus. Ouais, non, ça c'était quelqu'un dans un ancien mastermind qui faisait des webinaires. Lui, il faisait des chiffres impressionnants. Mais la personne dont je parle là, c'est d'ailleurs
un des meilleurs conseils que lui m'a donné et qui peut être assez intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est moi, je réinvente rien. Je copie juste tout ce que je vois et je lance des business sur ça. Je le fais Il mieux. fait 400, 500 000 euros par mois, enfin des sommes qui sont monstrueuses. Il a 25 ans, Ah, il a 25 ans. mais il a non commencé hyper tôt. Et il me dit, mais moi, je réinvente rien. Tu sais, je suis pas là pour ça. Je suis pas là Je vais pour sur réinventer la roue. Internet, je regarde les business qui marchent, je copie avec mon équipe. On fait ça en 3-4 jours, on lance des pubs, on voit si ça marche. Si ça marche, j'accélère fort. Il est Et- connu Non, Non, on connaît pas son nom. non, il n'est pas connu. Mais C'est ça qui est fort, c'est que t'as des mecs qui Ouais. tournent à mort, et des filles d'ailleurs. Et, drop, Et et surtout tu dans les le drop. connais Et ni d'Adam, ni d'Ève, surtout et- dans le drop. je sais pas si dans ses business c'est du drop, lui il fait beaucoup de SaaS. Ouais. Ok. Mais de SaaS vraiment low-tech, tu vois, et il va prendre 30-40 000 euros pour le développer parce que maintenant il a de l'argent. Au début, tu vois, il le faisait seul. Il pouvait le faire avec genre Bubble ou un outil qui le propose. Et il copie-colle. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. Quand tu veux, pour moi, essayer de lancer quelque chose, je trouve que c'est trop compliqué d'avoir les idées, de se confronter à son marché. Des fois, il faut éduquer les gens sur une Bah, solution qui n'existe Bah, pas. Startup, infoprenariat encore. C'est la Ouais, différence, voilà. c'est que souvent les startups elles partent dans cette ambition-là, alors que C'est ça. l'infoprenariat, tu Tu copies. prends. Mm. Bah, tu copies, tu modifies, tu améliores, tu changes et le marché évolue de toute manière aussi parce que à force qu'il y ait des personnes qui copient et qui améliorent, constamment on améliore le process et Carrément. le produit ou le service est toujours meilleur. Et puis, ça coûte pas très cher de copier souvent. Donc, Bah, c'est beaucoup un moins peu cher, ouais. hein. Mais d'ailleurs, c'est un des plus gros conseils de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg qui accessoirement a une réussite exceptionnelle, qui te dit qu'en fait il passe son temps et il dit à ses équipes de constamment copier, et c'est ce qu'ils ont fait en copiant Snapchat, en copiant Instagram, et même en essayant de les racheter, en rachetant pour le coup Instagram. Ils n'ont pas réussi à racheter Snapchat, mais c'est ce qu'il a fait pour croître, et c'est ce qui fait probablement qu'il est toujours là aujourd'hui. Et puis il y a des histoires comme Sarenza et Zalando, où en fait, ils ont créé. Le premier, c'est Sarenza, Peut-être, je sais il me pas. semble. Zalando fait exactement la même chose, copie à 100%, et se fait racheter par Sarenza. Ok. Et le business plan, c'était ça. C'était on va les copier, on va y aller fort, et on va se faire racheter par eux. Voilà, terminé. Bah, j'ai des amis qui font ça aussi, ouais, dans Il y en a copie qui. des business dans d'autres Ouais. pays et ils les dupliquent dans un autre pays et en Et gros ils ils veulent attendent- se faire acheter. Ils attendent que les États-Unis Exactement. viennent et ils rachètent en Exactement. France pour Et se développer. c'est un. Alors, c'est bien, pas bien, on n'est pas là pour porter des jugements, mais c'est un vrai business. Il y a des gens qui font ça. Mais je trouve que c'est dur quand tu commences en tant qu'entrepreneur de dire que tu vas copier un business. Parce que souvent, tu as envie que ce soit un peu ton truc, et que tu as un peu ta patte ou des choses Ouais. comme ça. Enfin, moi, à l'époque, je m'étais dit, si je copie, mais ça marchera pas parce que je vais faire la même chose qu'eux. Alors qu'en réalité, il faut juste copier, mais intelligemment, quoi. Il y a tellement, puis il y a tellement de pistes d'amélioration. C'est cool. Les photos, le nom, le branding, les pubs, le copywriting, tout. En fait, il y a 15 000 trucs. que C'est tu peux qui améliorer. l'entrepreneur ou l'investisseur qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus où tu t'es dit la personne que j'ai en face de moi, elle est extraordinaire, que tu as rencontré ou pas. Bon, après il y en a. Je sais pas. Moi, j'aime bien Elon Musk. Alors, c'est un peu polémique, mais juste parce que j'adore le personnage du mec qui en a absolument rien à faire de tout. C'est un gros troll et ça me fait juste rire. Je me dis, c'est un enfant. Le mec, en fait, le mec, il s'amuse avec des gens qui sont sérieux autour de lui, et lui, ça le fait marrer Ouais. de voir les gens qui sont là à se prendre au sérieux. Moi, je le trouve hyper. Ça doit être bien rigolo. Après, je pense qu'il est très dur. Tu vois, dans le business, je pense qu'il est très dur et il y a des choses aussi à apprendre de lui sur ça. Après, il est autiste, donc ça aide aussi dans les relations. Tu crois qu'il est autiste? Eh ben, je crois Asperger, ouais. Il a Ah ouais Asperger, Ouais, ouais. il a Asperger. D'accord. Donc, en gros. Tu peux pas bosser autant sinon. Ouais, et puis surtout, il a zéro empathie, quoi. Quand il arrive à la tête de Twitter et qu'il vire tout le monde, faut le faire. Hein. Ah, mais il est. Ah ouais. C'est Ah ouais. c'est un Mais ça, handicapé c'est des une vraie- relations sociales. C'est une vraie qualité aussi pour avoir écouté des vidéos d'Oussama Hamar ou d'autres entrepreneurs qui beaucoup disent qu'en tout cas, un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui n'a pas beaucoup d'empathie. Mm. Parce que Bien sûr. quand tu as de l'empathie, c'est compliqué. Les émotions viennent foutre le bordel. Ouais, moi j'ai du mal. Nos deux dernières questions. Tu poses d'abord? D'accord. Vas-y. Est-ce que tu as des passions? Ouais, je suis passionné. D'entrepreneuriat, c'est une fausse passion. On va pas la donner. On a parlé que de ça. Tu veux nous dire le sport? Non, je suis passionné de voyage sport. et voyage. Ouais, le voyage. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas passionnés par le voyage? Ouais, Je c'est pense vrai, que c'est tout une le monde bonne aime question quoi. ça. Ah si, il y a des gens qui Ouais. sont pas passionnés par le voyage. J'adore. Non, Parce qu'ils ont jamais voyagé. Parce que sinon, tu Bah es ouais. obligé d'être passionné Alors par le non, voyage. moi j'ai un frère jumeau, il a voyagé. C'est pas un truc il est bien chez lui, tu vois. Il adore être chez lui, il adore sa région, il adore où il est. Ah ouais. C'est pas un truc qui l'anime, tu vois. C'est pas un truc où il va se dire tiens je vais bosser fort pour pouvoir partir à tel endroit. C'est pas suffisamment important pour lui pour le faire. ok. Voilà. Donc non, il y a des gens qui sont pas forcément passionnés de. T'as voyagé que en Asie ou t'as voyagé Non, en Europe aussi beaucoup. Amérique? Non, Amérique pas du encore. Sud Pas encore. Non.
Ok. Mais ça viendra. Hein. Ok. Donc ouais, je dirais le sport. Et l'autre passion, c'est les animaux. J'adore les animaux. Mon rêve, c'est d'avoir une ferme avec mes animaux. Genre C'est le pêcheur. Je te dis, c'est l'histoire du pêcheur. Non, mais c'est fou. Hein. C'est Éric Larchevêque. C'est-à-dire Non. que ça fait des millions. Et puis, en fait, ça veut juste un haras. Vivre dans le Jura. Et vivre dans le Jura. un Et... mouton. Alors, pas en France, tu vois, je me verrais bien vivre dans les montagnes suisses avec mes animaux, mais ouais, C'est trop drôle. je pense que c'est mon petit Pas de Lamborghini. kiff secret. Pas de Lamborghini à Dubaï alors. Non, je non, suis déçu. J'aime bien Dubaï, on en parlait juste avant, mais non, c'est vraiment tranquille dans mon coin. C'est un peu moi ce que j'aime. Je suis pas trop les relations humaines, notamment dans le travail, dans toutes ces choses-là, ça prend quand même beaucoup d'énergie. Et je me plais plus à être à la campagne dans mon coin. T'as déjà un chien? J'ai déjà un chien qui vient avec moi en janvier quand je fais le tour de l'Europe, parce que je pars en janvier pour un petit tour d'Europe. Combien de temps? Pas de date de retour. Ok. On part avec ma conjointe, mon chien, ma voiture. Tu vas en voiture? Ouais, Ok. avec un chien et on prend un Airbnb par ville qu'on veut visiter. On reste 1 à 2 mois par ville. On a prévu le tour. On ne sait pas quand on vient. On ne sait pas si le plan va changer. Il y a combien de villes? Oh, une trentaine. Hein. Donc on en est pour au moins 2-3 ans, je pense. Ah ouais. Ouais. Non. Ah oui, c'est un C'est vrai génial. truc. Bah ouais, mais en fait, je me suis dit que, tu vois, c'est ce qui me manquait, c'est la liberté. Et là, je vais retrouver la liberté. Je veux pas que ce soit au détriment de mon business. C'est-à-dire, je veux que la semaine, on va travailler normal comme des personnes, enfin, comme si on était en France. Mais je me dis, on est jeune, on peut en profiter. C'est une chance qui est incroyable. Si tu en parles autour de toi, tout le monde te dit, c'est ouf ce que tu fais. Parce que tu vas faire un mois par endroit, c'est-à-dire que tu sens l'endroit. Ouais, tu t'imprègnes de visiter. Ouais. C'est ça. Et c'est comme si tu vivais. Tu Quoi. vis dedans, tu vois. Là, je l'ai fait 3 semaines à Dubaï. Ça n'a rien à voir avec des vacances. Ah ouais. Tu ressens les choses totalement différemment. Et en fait, ça m'a donné envie de ne plus voyager de manière tradie, partir 2 semaines à un endroit. Tu vois, en mode voyage, ça me donne moins envie, tu vois. On a Je dit suis c'est plus ce que attiré je par faisais ça. aussi. Ouais. On a dit c'était ça. Du coup, je rajoute une question, du coup, parce que ça m'intéresse. Si tu dois choisir une ville en Europe pour vivre et une ville dans le monde pour vivre, tu sais quoi alors? C'est quoi ta sélection? En Europe, j'ai pas encore tout fait, donc c'est compliqué. J'adore Barcelone, mais ce qui me pose problème, c'est la sécurité. Il y a beaucoup de pickpockets, toutes choses comme ça, donc ça m'embête un peu. Est-ce que Lisbonne, c'est pas plus adapté? J'ai jamais été, on verra. Ah, il faut y aller. C'est la première ville où on va, mais sinon il y a la Suisse. La Suisse, mais c'est pas vraiment l'Europe, on va dire. Enfin, c'est l'Europe, mais pas l'Union européenne. Mais tu vois là, pour avoir des amis qui habitent, Il paraît que c'est vraiment cool. la tranquillité, la liberté, la sécurité. Moi, c'est le truc que je cherche aujourd'hui, c'est la sécurité. C'est ouf. Je suis 100% d'accord. Mais oui. Moi, dans les 5 choses, dans les 5 critères, le premier, c'est la sécurité. Ah, mais moi Pas aussi. mourir, je trouve que c'est important, tu vois. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai eu plein de problèmes à Rennes. Il y a 2 ans, je me suis fait agresser au couteau, des choses comme ça. Alors que j'entrais juste chez moi, tu te rends compte que, oh, quel enfer, quoi. Dans quel pays on est. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal, en tout cas, sur ce point-là aujourd'hui avec la France. C'est dommage parce que c'est un pays qui est quand même magnifique. Donc, je dirais soit la Suisse, mais peut-être Lisbonne. On verra en janvier si on s'y plaît. L'idée, c'est peut-être qu'on trouve une ville où on se voit y rester. Hein. Ah, finalement, tu t'es donné 30 villes, mais celle où vous êtes heureux, vous allez peut-être y rester. Peut-être. En fait. Oui, revenir. Peut-être. Ou y revenir à minima. Mais Ouais. sinon, en fait, c'est visiter toutes les villes et se dire, celle-là, finalement, on est bien et on se Peut-être. pose. Ouais, c'est un peu l'objectif. On verra. Hein. Ouais. C'est trop cool, en tout cas. On verra. Et donc, dans le monde? Et dans le monde, j'adore Bali. Mais y vivre toute l'année, je sais pas. Puis t'es un tricheur, c'est pas une ville, c'est une région. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est très grand Bali en plus. Il paraît que Ubud, t'as envie de Canggu. rien faire. Une fois que t'es à Bali, il paraît que ça te donne pas envie de... C'est pas forcément... Normalement, j'y vais cet été. Enfin, après 3 annulations. Il paraît que c'est vraiment le genre d'endroit où tu te rends compte qu'avec 1500 €, t'es le roi du monde. Ah ouais. Et que du coup, ça te donne pas forcément envie d'aller chercher des sommets pour Ça dans le dépend, business. non? On m'a pas dit que ça augmentait Si, les si, ça budgets à augmente. Canggu ou Ubud. Si, ça a augmenté, mais... Non, Ah ouais mais 1500, tu fais toujours des dingueries. Hein. Ouais. T'as 1500, 2000 € par mois, tu fais des dingueries. Bah ouais. Nous, on avait un chauffeur privé, tout compris, et on a négocié sur le tard. Genre, c'est pas un mec qu'on a cherché sur internet et tout pour négocier. On payait 40 € par jour, tout compris. Essence, véhicule et tout. On avait un chauffeur privé. Bon, on était 9, donc du coup, ça faisait 4 ou 5 € par Ouais, c'est personne. rien. On a loué une villa de malade mental, 750 mètres carrés, piscine qui se jetait dans une autre piscine. Incroyable. Et la maison dans Ubud, hyper bien placée, etc. Donc Ubud, c'est en gros la ville un peu une des villes références de Bali. On l'a loué en plein mois d'août, 250 € par nuit. Donc c'est... incroyable. Mais tu vois, 750 mètres carrés, on était 9. Mais si t'es 2, 750, c'est déjà 9, c'est trop. J'allais pas dans toute la maison. C'est bien, ça m'a permis de voir, tu vois, que ça servait à rien, 750. Mais extraordinaire. Ouais. Mais extraordinaire. Mais ouais, moi, Bali, tu vois,
Si je devais choisir, là, je dirais moitié de l'année à Bali, moitié de l'année à Dubaï. Comme on disait, Dubaï, c'est un peu mal vu, mais pourtant, c'est incroyable, c'est hyper inspirant parce que tu peux bien marcher en France, mais quand tu vas là-bas, t'es tout petit, t'es un enfant. Et l'avantage aussi là-bas, c'est que je trouve que c'est plus facile de networker, vu que tout le monde est là-bas. Enfin, il y a beaucoup de gens, il y a plein de gens au même endroit, dans la même ville. Et les gens sont assez ouverts à rencontrer d'autres personnes. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. C'est marrant parce que Dubaï, c'est vraiment devenu the place to be, là où Malte l'était plus il y a 5-7 ans, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que les entrepreneurs qui étaient à Malte avant Estonie, sont tous partis à Dubaï. Il y a eu l'Estonie à un moment donné. Ouais, Pour certains. Un Pour petit plus peu, pour ouais. des raisons fiscales. Ouais, pour des raisons fiscales, ouais. Mais Dubaï, c'est tellement. En fait, c'est hyper inspirant. Et puis surtout, ce que les gens ne se rendent pas compte quand on ne connaît pas, c'est que c'est une des villes les plus sereines que j'ai vues. Ah bah oui, t'as aucun problème. C'est hyper safe, comme on disait. Alors là, c'est T'as- même plus en fait, le mot sécurité sort de ta tête. C'est comme si tu avais de l'argent, tu n'en parles Et plus. c'est encore, je pense, plus impressionnant pour une femme qui, des fois, quand elle peut marcher seule en France dans la rue, c'est compliqué. À mon avis, là-bas, Ah oui, non, mais elles doivent trouver quand même un confort. Il n'y a pas de sujet, tu te fais pas accoster dans la rue. Non. Moi, quand j'y étais, je travaillais, en général, j'allais bosser à un Starbucks. Je laissais mes affaires sur la table du Starbucks. J'allais repasser une commande. Je laissais mon ordi, mon portable, tout. Je me posais même pas la question si c'était naturel en fait. J'essaierais pas À Paris. à Paris. Non. Mais ouais, c'est Tu vas te retrouver à aller chercher ton téléphone. Ouais, c'est chiant. Avec, ça la ref et puis surtout, tout est fait pour toi là-bas. Enfin, Ouais. quand t'es Pour à les Dubaï. entrepreneurs. Pour les mecs qui gagnent un peu bien leur vie, alors par rapport à ceux qui sont là-bas, je gagne pas bien ma vie, mais On est en des tout enfants cas, de cœur. ouais, voilà, c'est ça. Mais t'as des taxis partout, t'as des restos partout, t'as plein d'activités Tout est que tu peux varier. Ouais, c'est C'est un simple. mélange de l'Asie, par le côté simplicité, dès que tu veux un truc, tu l'as, et le côté un peu grandiose de New York en fait. Ouais, t'as ta piscine dans ton hôtel, enfin dans ta tour. T'as ta salle T'as de la sport. piscine, t'as la salle de sport dans ta tour. C'est Disneyland pour les adultes, Ah mais c'est un Disneyland d'entrepreneurs. C'est incroyable. pour citer notre Bon, on va ami arrêter de Marco faire, on Bouli. va arrêter de faire la promo de Dubaï parce Mais qu'on va ouais. passer pour des. Dernière question. à toi. Des mecs pas fans de l'écologie, en tout cas à minima. Oui, Non, je mais charrie. Tu vas dire le qu'ils jour, construisent une ville. Non, c'est vrai que c'est catastrophique. le jour où ils vont décider d'appuyer sur le bouton de l'écologie Ouais. et de prendre des décisions en fonction, ils auront une habileté bien plus importante que ce qu'on a en Occident. Ouais, probablement. Ça, respecter, il y aura aucun et problème. le jour, parce qu'en fait, Dubaï, il faut quand même se rendre compte que c'est un endroit où ils peuvent prendre une décision le lundi et l'appliquer le mercredi, tu vois. On voit ce qui se passe en France quand il faut prendre une décision. C'est pas pareil. Bon, Et, ils ont pas d'aéroport, et quelque part, j'ai plus de. Pas si grand que ça. J'ai presque plus confiance sur l'habileté. Et si un jour ils décident de s'emparer de ce sujet-là, je pense qu'ils vont nous doubler à une vitesse, on va pas les voir passer. Ils le feront quand Voilà. ils auront. Parce que là encore, pour ceux qui y vont, enfin ceux qui n'ont jamais été, tout est en construction. Il y a 30 ans ou 20 ans, il n'y avait rien, tu vois. Donc d'ici quelques années, je pense qu'ils le feront pour redorer aussi peut-être un peu leur image, Bien parce sûr. qu'ils savent que c'est un de leurs problèmes. Bien sûr. Mais ils vont y venir et ils feront ça bien mieux que nous, c'est sûr. Je pense. Dernière question. À toi, Est-ce qu'il y a Amaury. une question qu'on t'a pas posée, qu'on aurait dû te poser ou que tu aurais aimé qu'on te pose, un sujet qu'on n'a pas traité et que tu aurais aimé traiter? Non, je pense qu'on a parlé de tout. Ce qui était bien, je pense, c'est qu'on a parlé des galères. Et c'est pour moi le plus intéressant. C'est à chaque fois quand on parle de ça, on peut parler de ce qui va bien, mais en soi, c'est pas hyper intéressant. Et donc non, je pense qu'on a parlé de tout. Bah écoute, merci pour la transparence en tout cas. Ouais. Bah, merci Parce beaucoup. que Merci c'est de vrai ton que accueil. Tu as évoqué tout ça avec transparence, tu nous as donné tous tes chiffres et ça c'est hyper cool. Donc pas de tabou sur ces sujets-là, c'est très agréable. Et plein de bons conseils. Et non, merci. Bah, de rien. Et puis bah, à bientôt. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Merci.